Salut l'équipe, nouvel entretien sur la chaîne First Team Sport même, parce qu'aujourd'hui on va pas parler que de basket, vous le savez, j'ai toujours rêvé de faire des plaquages cathédrales. J'espère que ça sera aujourd'hui parce qu'on a quelqu'un tout désigné pour faire ça. Ou pas, c'est un rêve mais qui va rester dans nos têtes puisque Hugo Bonneval est avec nous aujourd'hui et Hugo est venu discuter avec nous, pas jouer au rugby heureusement, il peut nous plaquer. La belle Bechig là, Pose-moi ça avant qu'il y ait un problème là. Ça va Hugo? Très bien, merci les gars, ça va? Ça va très bien, on est ravis de t'avoir. On se connaît parce qu'on s'est croisés à l'équipe en faisant l'équipe de choc depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. On a beaucoup échangé et à un moment donné on s'est dit mon Hugo, il a quand même beaucoup de choses à raconter sur le rugby, mais pas que. Du coup, on s'est dit sur le lay-up. Sur le lay-up aussi, on va parler bien sûr. Oui. On va évidemment parler de basket, mais on s'est dit que tu avais largement ta place pour venir dans ce fauteuil. Et on a plein de questions à te poser. Oui, bon, l'avantage aussi, c'est qu'il est consultant pour Bureau Oval aussi. Attends. Désormais. Exactement. Bah ouais, ça fait 1 an maintenant. Comment ça se passe? Très sympa bien. l'équipe? Très bien, nickel, tout se passe bien. Ouais. Quels sont vos retours, c'est surtout ça? Très bon. Écoute, à chaque fois que t'es là, ça se passe bien. Les gars sont contents. Voilà. Ils me disent que tes analyses sont vraiment excellentes. Ouais, on va y aller crescendo. Sinon, ça va être long si on donne tout maintenant, mais on essaye de. Bon, on a le temps quand même. On va commencer. J'aimerais qu'on se plonge directement dans cette interview. On va faire un petit peu refaire un petit peu ta biographie. Donc, Hugo Bonneval, t'as 34 ans aujourd'hui. T'as l'âge de Thomas. T'es un ancien rugbyman qui a arrêté sa carrière un peu tôt. On va revenir là-dessus aussi. T'es fils d'un ancien rugbyman et fils d'une journaliste. C'est ça? Ouais. Donc, tu veux faire les deux métiers de tes parents? Moi, je profite des 2 opportunités, on va dire. C'est pas les pires. Hein. On n'est pas à l'usine, donc c'est cool. On a de la chance, on profite. T'as grandi donc à Vanves, à côté de Malakoff. Là, pour Exactement. le coup, on était presque voisins. Je crois même que t'étais dans le même lycée que Thomas. Mais on était à Claude B ensemble. Enfin, pas ensemble, puisqu'on n'était pas la même. Enfin, on est de la même année et pas de la même classe, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, on a fréquenté les mêmes gens. Tu veux dire alors. que t'as J'étais. Non, moi j'ai fait que ma seconde. Tu m'as dit que t'étais arrivé après au lycée, non? Ouais, seconde, première. Non, j'ai fait mon lycée. Mais je me souviens en tout cas de tous les gars du Stade Français. J'étais en centre de formation au Paris Basketball, au Paris Basket Racing, des formations professionnelles. Et il y avait tous les gars du Stade Français, etc. Ouais, on était tous là. On se croisait, ouais. Il y avait une petite alliance, on va dire, avec le Stade Français pour qu'on puisse être plus proche de l'ancien Jean Bouin, qui était à l'époque. Bon, maintenant le nouveau est toujours au même endroit, mais c'est vrai que le lycée était en face et ça nous permettait de faire les allers-retours rapidement. Et au centre de formation, on était aussi en face. On était avenue du Général Sarrail, tu vois. On était entre le parc et Jean Bouin, donc c'était des belles années. Donc, tu viens de le dire, mais les gens le savent. Donc, t'es un enfant du Stade Français. Pourtant, donc, tu grandis dans le 92 à Vanves. Et tu choisis le Stade Français plutôt que le Racing 92. Explique-nous déjà ce choix qui est l'un de tes premiers choix de carrière rugby. Ouais, et puis même si on va plus loin que ça, mon père a joué au Stade Toulousain. Et moi, je suis né à Toulouse. Donc, si tu veux, la rivalité Stade Français. Ils sont venus te chercher le Stade Toulousain quand tu étais plus jeune? Non, puisque j'ai toujours habité à Paris avec ma maman. Mais pourquoi le Stade Français? Parce que quand je démarre, il y a qu'eux qui sont en top 16 à l'époque. En première division, le Racing n'est pas dans l'élite, donc et puis c'était à côté, tu vois. Le Racing, c'était Colombes, c'était un peu plus loin. C'est un faux 92 en fait. 92 Nord, on appelle ça. C'est 92 Nord. Non, mais tu vois, c'était plus loin. Moi, c'était proche, Porte de Saint-Cloud. Et puis c'était les belles années du Stade Français. C'était eux que tu voyais à la télé, tu vois. Max Guazzini, ce qu'il a réussi à faire avec ce club, c'est ça aussi, je pense, qui a donné plein d'envie à plein de jeunes, tu vois. Quand tu commences, toi, à être au Stade Français en centre de formation, direct, tu te dis, je veux être pro, je veux être international, je veux tout arracher? Moi, j'aime le sport. Donc, si tu veux, faire du sport au lieu de faire de l'école, peu importe le sport que c'était, j'aurais coché, tu vois. Et j'ai pas de... Mais oui, une fois que tu rentres dans le... J'allais dire, pas dans le moule, mais que tu rentres dans la machine à laver, c'est tellement bon que tu veux pas en ressortir, tu vois. Non, mais c'est terrible. Et jeune, tu t'amuses. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un jeu. Franchement, et c'est pour ça que quand j'ai arrêté, je jouais plus, en fait. J'arrivais plus à prendre de plaisir. À partir de ce moment-là, j'arrivais plus à aller sur le terrain, tu vois. C'est trop dur physiquement. Ça demande trop de contraintes et de douleurs à supporter pour que, pour moi, ce ne soit pas qu'un jeu, tu vois. Et c'est vrai que à partir de 16 ans, quand tu commences à... tu sais, quand à l'époque, c'était Fabrice Landreau et Fabien Galtier, en l'occurrence, qui était au Safran, qui viennent te voir un peu chez les jeunes, qui te voir pas moi personnellement, mais qui viennent voir les équipes jeunes, que tu commences à croiser quelques pros, tu vois, Domi, paix à son âme, malheureusement, ça faisait 4 ans qu'il est décédé il y a quelques jours, mais voilà, des joueurs comme ça qui te... Ça te donne envie de... Bien sûr, tu vois, ça te titille, et puis à un moment, tu te dis, bon, bah... Il faut faire un choix, c'est simple. C'est-à-dire que soit je continue à être jeune, à rigoler, à m'amuser, et je passe pas le cut, soit il y a un moment où je décide de tenter l'aventure à fond, tu vois.
Et moi, ce que je trouve génial dans le sport, c'est que tu sais ce que tu donnes au sport. Tu sais jamais ce que tu reçois. Tu vois, il y a que toi finalement qui sais si tu t'envoies vraiment au physique, si tu t'envoies vraiment à la muscu, si tu es vraiment sérieux dans ce que tu fais au quotidien. Tu peux raconter des histoires à tout le monde, mais il y a que toi qui sais. Et finalement, tu sais pas ce que le sport va te donner parce que t'es jamais à l'abri de quoi que ce soit et tu sais pas quelles seront tes performances. Mais c'est vrai que j'ai pris ce parti de me dire bon bah allez feu, je tente le truc à fond. J'aime ça et j'aimais vraiment ça. Tu vois, je veux dire, j'étais fou amoureux de ce sport et j'aimais jouer, j'aimais être sur le terrain plus que tout en fait. Tu vois, et tout ce que je mettais en place, c'était pour être bon sur le terrain. Ça a jamais été genre l'inverse. Tu vois, mon deal c'était que le samedi, je kiffe. Et voilà, et ça vaut tout l'or du monde. T'as joué à d'autres sports ou ça a toujours été le rugby? Non, mais j'ai commencé le rugby à 13 ans. Hein. J'ai commencé tard. C'est tard, très tard, clairement. J'ai commencé, mais en vrai, j'ai commencé en 5e. Tu sais, il y avait l'UNSS, il n'y avait pas un... l'UNSS. Tu sais la S d'abord. Et la première année, c'est rugby à 13. Hein. Parce qu'à l'école, tu sais, et je fais ça. Alors, je connaissais le rugby, tu vois, avec mon père. Tu avais un peu joué quand même avant. Ouais, quand je descendais à Toulouse chez mon papa, j'allais à Ernest Vallon, je voyais Guinovès, je voyais tous les anciens déjà dans le bain, quoi. On rappelle, ton père était finaliste de la Coupe du Monde 87 en Nouvelle-Zélande. Ouais, et puis vainqueur du top 14 avec le Stade de Grand Chelem. Enfin, bon, voilà, tu vois, donc je connaissais tout ça. Mais je commence à 13 ans au Stade Français. Alors avant, comme tous les gamins à l'école, tu joues au foot dans la cour de récré. J'ai essayé un peu de jouer au tennis, de la natation, l'escalade, n'importe quoi. T'étais bon dans les autres sports? Parce que t'es un rugbyman élégant, tu vois, facile et tout. Est-ce que t'étais bon dans tes souvenirs, tu vois? Est-ce que je vais pas faire le mec. Non, mais tu peux me dire. Moi, je sais que j'étais bon dans les sports et ouais, souvent on en parle de ça. On dit qu'on était bon. Moi, mes meilleures moyennes dans le bulletin, je savais où elles étaient. Oui, c'était pas en maths. 3 lettres EPS. mais comme je te dis, tu vois, l'été sur la plage, je pouvais faire du beach volley toute la journée. En fait, tu vois, j'aimais faire du sport, j'aimais me dépenser. Petit, je sais pas, j'ai dû jouer au ping-pong petit. Ah oui, bien sûr. Enfin, tu vois, tout l'été, des trucs, de la natation, l'escalade l'été, n'importe quoi. Enfin, tout ce que je pouvais faire qui m'empêche de... C'est malheureux à dire, il faut pas dire, les gars, aller à l'école jusqu'au bout, c'est très important. Non, mais c'est vrai, c'est important. Et ma mère, elle m'a poussé à y aller, tu vois, et heureusement. Mais tout ce qui pouvait m'empêcher d'ouvrir un livre et d'être dehors, je l'aurais fait, tu vois. C'était trop bon. Dans le centre de formation, tu vas croiser plein de gens, mais tu vas surtout croiser quelqu'un un peu d'original, c'est ce que tu m'avais confié. Tu vas croiser Vianney, qui était au centre de formation. Alors il était pas au centre de formation, c'était avant, c'était plus jeune, mais c'était vraiment tout jeune. Mais c'est vrai que. C'est au Stade Français? Ouais, c'était au Stade Français. Mais sur le coup, tu vois, j'ai aucune. Mais c'est vrai que c'est plus tard, d'autres joueurs avec qui je jouais jeune m'ont dit, mais tu sais qu'il était avec nous quand on a démarré vers 13 ans, tu vois. Okay. Voilà, rien de plus. Après, son problème à lui, c'est que dans les rucks, il était pas là. Chacun son domaine de prédilection. Il y en a, c'est la chanson. Clairement, une bonne carrière. C'est pour faire une bonne dédicace à notre ami. Magnifique, tu vois. Très belle carrière dans la chanson. Ah bah oui. Bien sûr. Bravo, lui. À quel âge, toi, tu te dis, je sais que je vais être pro? Tu vois, tu passes le cut, là, t'as parlé du jeu, du côté loisir. À quel moment, là, ça m'intéresse, parce que nous, dans le basket, c'est vers 15, 16, 17 ans, tu commences quand même à te déterminer dans le rugby. Ouais, alors, tu vois, il y a un truc dans le rugby qui est l'évolution physique, qui joue un rôle vachement important. Alors, dans le basket, c'est la taille, tu vas me dire, mais est-ce qu'à 16 ans, il y a un mec qui peut prendre 20 cm? Je sais pas, tu vois, ça peut arriver à devenir un meilleur joueur, tu vois. Oui. Mais au rugby, tu as une notion de densité physique, de maturité physique, qui est trop importante et qui est différente pour chaque garçon, tu vois. Moi, j'ai démarré, mon premier match que je fais 75 kilos, tu vois, à 18 ans, parce que j'avais pas fait de muscu, parce que j'avais à peine du duvet, et j'avais déjà... Non, mais, et tu vois, à 16 ans, il y avait déjà des mecs qui avaient de la barbe, comme mon grand-père, qui étaient... en fait, qui avaient déjà leur carrure leur corps d'adulte, ouais. Et moi, j'étais qu'un enfant, tu vois. Et je démarre, je te dis, à 18 ans, je dois faire 75 kilos, et les mecs, ils rigolaient, et j'ai fini à 92, tu vois. Donc, ça a pris du temps, tu vois. On va dire que j'ai continué à grandir et à grossir jusqu'à 21, 22, tu vois. Tu m'as raconté que tu avais un régime spécial quand même parce que ça va vite quand même pour toi, les équipes de France de jeunes, tu montes rapidement au sein du club, tu arrives aux portes des pros, mais à un moment donné, il y a un coach qui te dit « Kiki, si tu veux jouer, faut s'épaissir ». Et là t'as un régime ultra particulier. Raconte-nous, parce que tu m'as raconté, et c'est pas cadeau quand même. Mais non, mais en fait, c'est vrai que la première année où je m'entraîne avec les pros, saison 2009, en début d'année, c'est Christophe Dominici qui est entraîneur. Et finalement, il finit pas l'année. Et c'est vrai que l'année d'avant, je suis avec le centre de formation et en fait,
Bon, il voit comme je joue, mais c'est vrai que je suis tout frêle et pareil, j'allais pas à la muscu parce que c'est un jeu en fait. C'est-à-dire que j'avais pas encore la notion de il faut se renforcer pour être meilleur sur le terrain. Mais tu vois, moi je voulais, tu me filais une paire de crampons, un ballon, je passais la journée sur le terrain, tu vois. Et c'est vrai qu'il va voir le doc, Alexis Savigny, qui maintenant est le doc de l'équipe de France de rugby, qui est le doc que je connais depuis que j'ai 15 ans et qui est finalement, je pense, le seul docteur en qui j'ai 250% confiance, mais qui me dit Doc, là il faut faire quelque chose avec le jeune parce que tu vois, il est intéressant mais ça secoue, tu vois, il y a un moment où il tiendra pas la distance, quoi. Et c'est vrai que bon, je fais la première année, je fais mes premiers matchs, etc. Ils se font virer et il y a un entraîneur australien, Michael Cheika, qui arrive, et lui qui est vachement si tu veux, le Stade Français à cette époque, moi j'ai démarré dans l'ancien Jean-Bouin, t'avais pas de salle de muscu c'était encore vachement amateur en fait. Ils avaient réussi à créer un environnement avec Max Guazzini président, avec des joueurs d'exception, mais avec une zone de travail qui était très aléatoire, tu vois. Je veux dire, de temps en temps on allait à l'Aqua Boulevard faire la muscu avec tu vois ce que je veux dire, c'était pas très sérieux, c'était vraiment le tout début du professionnalisme au Stade Français et c'était pas vraiment dans les mœurs encore à cette époque et donc Michael Cheika arrive et lui avec cette rigueur anglo-saxonne, il venait du Leinster en Irlande qui était un club plusieurs fois champion d'Europe, très structuré, très carré, avec un gros centre de performance, avec déjà, tu vois, et c'est vrai que lui me voit, bon, la muscu, donc sur le terrain c'était toujours pareil, tu vois, mais bon après en salle de muscu il me dit là il va falloir faire quelque chose, et c'est vrai qu'il me dit on fait la première année et l'intersaison se passe, et il me dit écoute, c'est pas compliqué, si tu prends pas 3 ou 4 kilos en 1 mois et demi d'intersaison, tu rejoues pas. Tu vois, tu rejoueras pas. Ah mec, quand t'as 10 ans... T'as mangé tous les jours, 4 fois par jour. T'écoutes la nutritionniste, mais si tu veux, la nutritionniste à l'époque, il faut manger du fromage blanc, du flocon d'avoine et des fraises. Tu vois, parce qu'il faut être... Donc tu l'écoutes 2 minutes et puis après tu dis merci rideau. Puis après c'est shaker de prot. Hein. Mais non, mais je pense que pendant un été c'était 5 par jour. C'était quoi tes journées du coup? C'était 5 par jour, tu vois. Tes journées en bouffe et tes journées en muscu? C'était, tu te lèves le matin, shaker de prot à jeun directement le matin déjà. Boum, tu vois. Ensuite petit déj, t'essayes, mais en plus moi j'avais pas d'appétit jeune, c'était un enfer. Enfin tu vois, tout ça c'était un effort. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui te disent putain c'est dur de maigrir, tu vois, parce qu'ils ont faim constamment. Je vois ce que tu veux dire. Non mais et moi à contrario c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était horrible de grossir, tu vois. C'est-à-dire que je prenais pas de poids. C'est-à-dire que j'arrivais peut-être à prendre 2 kilos en mangeant, mais j'allais courir, je les perdais. Tu vois, dès que la préparation physique, dès que le foncier arrivait, je perdais tout le... Donc c'était shaker de prot le matin à jeun, tu t'allais à la muscu, shaker de prot en sortant de la muscu, ça fait 2, t'allais déjeuner, entraînement l'après-midi, shaker de prot et collation après l'entraînement, un shaker où t'essayais de manger des barres protéinées, des trucs à 18-19 heures, tu dînais, et un shaker avant d'aller dormir. En gros, ça faisait 4-5 par jour, tu vois. T'as pris combien en un mois, du coup? 1 mois et demi? J'avais pris 3 kilos, mais c'était pas... C'était pas bien. C'est pas bien. Sur le fond, c'est pas bien, parce que tu vois, j'avais eu des périostites tout l'été. Parce que j'avais les mollets engorgés. C'était alors, tu vois, j'ai jamais eu de blessure musculaire grave, on va dire. Mais c'est vrai que tu sens que... En fait, même en prenant des compléments alimentaires et en t'entraînant beaucoup et bien, t'as une prise de poids qui doit être linéaire, tu vois, c'est pas possible. À part certains qui ont cette capacité à gonfler très rapidement, mais ce qui n'était pas mon cas, tu vois. Moi, ça a mis du temps. Et je veux dire, à la fin, pas à la fin, mais tu vois, à 23, 24 ans, je faisais 90 kilos et tout allait bien, tu vois. Mais ça m'a pris 5-6 ans pour les prendre, tu vois. Entre-temps, tu as quand même réussi à t'installer, du coup, et à lancer ta carrière professionnelle dans une des plus grandes, plus belles périodes que le Stade français ait connu. Parlons un petit peu de... On reviendra sur le rugby, mais parlons un petit peu de cette époque exceptionnelle. Moi, je suis pas un spécialiste rugby. On s'en souvient tous. À l'époque, j'habitais à Marseille, mais je voyais quand même le Stade français, ça... On en parlait presque plus que pour le rugby. Alors, il y avait les résultats, parce que c'est toujours important. Il y avait des stars, il y avait une ambiance. Il y avait un président, le Stade de France. Raconte-nous un peu de cette effervescence autour du club. Cheerleader et tout, incroyable. Tu vois, paradoxalement, quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. Parce que finalement, t'as connu que ça. Et c'est normal, presque. Tu connais pas les autres. Et si tu veux, Paris, le rugby est quand même un sport très du sud, sud-ouest, ou tu vois, Toulon, mais... Régional, ouais. C'est du sud. À cette époque-là, le Racing n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, il l'était avant très fort, mais il a eu une période de creux où finalement t'avais que Paris, et c'était un peu Paris contre le reste du monde. Tu vois, Max Guazzini avait eu ce culot, cette intelligence de créer des maillots roses,
comme tu dis, d'amener des cheerleaders, d'amener des Miss France au Stade de France. Johnny, moi j'ai un Stade Français Clermont, je suis dans le couloir, j'ai Johnny qui passe à côté. Wow. Non mais tu vois, c'est des trucs avec le recul, tu vois. Alors, quand t'es là, que t'as le protège-gens, Johnny, tu peux mettre n'importe qui ou moi, tu t'en fous, mais avec du recul, tu te dis putain c'est cool, il y a Johnny quand même, tu vois, 80 000 personnes au Stade de France en match de championnat. Tu vois, des trucs, et puis après, tout l'environnement autour, Paris, ville lumière, mine de rien, Paris, si tu veux, t'es inconnu, tu vois ce que je veux dire, tu peux faire ce que tu veux toute la semaine, personne t'embête. Tu vois, tous les mecs qui jouaient à Toulouse, à Toulon, ils avaient pas cette liberté, on va dire, tu vois, que nous, on a, tu peux sortir quand tu veux, tu peux faire ce que tu veux, sauf si t'as 2-3 endroits à rugby, mais Paris, c'est tellement grand. De la soif ou de la non, mais princesse. C'est que... Oui, il y a plein de rugbyman, c'est sûr. Paris est tellement grand que tu peux faire. En fait, tu vois, t'es dans un. Mais tu t'en rends pas compte. Je m'en suis rendu compte quand je suis descendu à Toulon. Tu vois. Parce que quand t'es à Paris, en plus, j'ai eu la chance, moi, on est une dizaine du centre de formation à avoir joué ensemble en espoir, à avoir joué ensemble en première. Et à avoir joué quasiment ensemble en équipe de France. 6 ou 7. Je sais pas s'il y en a eu beaucoup, tu vois. Uh-huh. En tout cas, au Stade Toulouse, français. peut-être. À Toulouse, oui, mais au Stade français, je suis pas sûr qu'il y en ait eu avant. Une génération dorée, quoi. Tu vois, clairement. c'était trop cool. Moi, parce qu'en fait, on était potes. C'est-à-dire qu'on vivait au quotidien. Vous étiez les rois de Paris un peu. Il y avait ce truc-là, non mais honnêtement, quand on voit ça d'extérieur, parce que. Mais c'est le moment de PSG dans le creux, bien sûr. Il y a donc Stade français, il y a les résultats, il y a Max Guazzini, il y a les soirées Max Guazzini, il y a le calendrier, gros. Ouais, mais c'est pareil, ça c'est trop cool. Non mais ça pas chez Ardisson. Parlez de cette expérience où moi on vient vous voir, on vous dit les gars, vous allez vous mettre à Walpé, faire les photos des dieux du stade. Ouais. Bah tu fais pas le fier, je te dis la première fois, parce qu'il faut se mettre à poil. Mais non mais tu rigoles, mais non, mais moi les premières photos. Ils m'ont pas appelé pour le faire, donc raconte-nous. Je sais pas, les premières photos, je dois avoir 19 ans, tu vois, 19 ans. Et il faut quand même se mettre à poil devant 25 personnes, tu vois. Au début, bon allez, 1, 2, 3, allez. Et puis tu te fais maquiller. Non mais après tu vois, t'as tout le. Mais enfin, c'était une bonne expérience. Raconte-toi un petit peu. Trop. T'es jeune, tu fais du sport, tu sors, t'es à la muscu, t'es bien foutu. Je sais pas, tu vois. Mais comment te dire que c'est pas cool? Est-ce qu'il y a eu des retombées? Est-ce qu'il y a eu des retombées comme tu vois ce que je veux dire? Des retombées. Ah bon. Non mais les gars, tu vois ce que je veux dire? T'es pas le roi du monde parce que tu vois Paris, t'as le PSG, t'as les Qataris qui sont là, et t'es rien finalement, tu vois. Mais la vie est trop cool. Et je te dis en fait, tu t'en rends pas compte parce que tu connais que ça. Et finalement, t'es avec des mecs avec qui t'as joué toute ta jeunesse. Et finalement, un jour, tu te retrouves au Stade de France avec le Stade français avec eux. Et puis tu sors. Et en fait, tu vis avec eux. Tu vois, tu vis en coloc avec eux quand t'es jeune. Tu manges avec eux tous les soirs. Si tu veux, t'as un rythme de vie qui est franchement exceptionnel, je te le dis. Et je l'ai apprécié, peut-être pas assez, parce que comme je te dis, en connaissant que ça, finalement, tu te rends pas compte de la chance que t'as. Des choses bêtes qui paraissent anecdotiques, mais tu vois, tous les ans, on faisait Noël à la mairie de Paris. Ça paraît... une fois que tu l'as fait 2 fois, tu te dis, ouais, ok, faut qu'on retourne à la mairie de Paris, c'est chiant, on est obligé de prendre les caisses et boucher. Avec du recul, tu te rends compte? C'est-à-dire que tu fais Noël, c'est magnifique, tu vois, la mairie de Paris, quand t'es dedans, c'est magnifique. Clairement. Tu vois, c'est des trucs comme ça où tu te dis, waouh, tu vois, on a une chance exceptionnelle, quoi, vraiment, tu vois. Donc le calendrier, bien évidemment. Parle-nous de Max Guazzini et de la relation entre lui, président, propriétaire, et vous, les joueurs. Mais écoute, moi, je suis arrivé un peu à la fin, tu vois, parce que finalement, je l'ai eu que 2 ans, 3 ans. Et je pense que les anciens en parleraient bien mieux parce qu'il y avait encore, tu vois, cette proximité et cette vraiment culture, tu vois, de complicité, etc. Pour moi, c'est un monsieur exceptionnel, vraiment. C'est un monsieur qui a, quand il est arrivé, il faisait tâche. Non, mais oui, bien sûr, il faut dire les choses, tu vois. Un homosexuel dans le rugby à cette époque. Homme de médias. Qui a créé Énergie, Dalida. Tu vois, mais les anciens... t'en parleront bien mieux que moi, mais quand Moscato raconte par exemple que dans le vestiaire avant les matchs, il y avait la robe de Dalida parce qu'elle était décédée et qu'il pleurait. Le contraste avec le rugby, mais oui, t'as raison. À l'instant T, parce qu'aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui avec le wokisme, tous les trucs, on te dit c'est normal. Mais il y a 20 ans, tu arrives à mettre ça dans un vestiaire? T'arrives à faire ce qu'il fait? Et à être accepté? Non mais, les maillots roses.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde joue en rose, tu vois. La Juve joue en rose ou Palerme joue en rose, tout le monde dit c'est magnifique le maillot, tout le monde le veut. Mais enfin, quand t'es Max Guazzini, que tu dis à tes mecs, on descend à Perpignan. On descend à Perpignan, joue en rose. Première fois. Tu vois, il faut quand même, avoir un président qui a un caractère, un courage exceptionnel, et des joueurs qui suivent cette idée, et tu vois, des joueurs courageux et qui en aient une grosse paire parce qu'il faut descendre là-bas. Hein. Tu vois, t'es pas accueilli avec des bonjours et avec des. Bravo les mecs. Mais non, mais tu vois. Faites bouger les lignes, quoi. Non, mais tu vois, ce mec, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Tout le show. Il a ramené des choses, les feux d'artifice, enfin, tu vois, le Stade de France, moi je suis désolé, mais Johnny, les Miss France, les cabarets, le char, mais tu vois, c'était le Moulin Rouge ou les cabarets ou Crazy Horse, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Enfin, ce mec, il est. Il avait du divertissement dans le rugby. Mais non, mais simplement. ce mec, et puis il était droit, il était honnête, c'est-à-dire qu'il te parlait à toi, comme je pense qu'il aurait pu parler à ses enfants, tu vois, avec toute. L'honnêteté, l'amour, mais aussi la sévérité. C'est comme ça qu'on... mettre les barrières. Tu vois ce que je veux dire Non, mais être dur aussi. Quand t'étais nul, je peux te dire qu'il te prenait en travers et il rigolait pas, tu vois. Entre quatre yeux, comme ça, autour d'un café. Mais il te massacrait. Je sais pas, moi, ce mec, ça a été mon premier président. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il faut vraiment pas minimiser ce qu'il a fait. Il y avait beaucoup de rumeurs sur... pour finir sur les soirées Max Guazzini. C'était mon rêve de participer à une. Ça vaut le coup, pas les soirées Max Guazzini? Ouais, mais attends, ça, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. J'en dirai pas plus. Là, tu nous parles des à côté fantastiques. Il n'empêche que le rugby, c'est pas que ça. Le rugby, c'est s'entraîner dans le froid, s'entraîner dans la dureté, c'est prendre des coups de plus en plus. Et on a Joseph, justement, que tu connais, hein, qui présente Bureau Oval, qui avait une question pour toi, justement. Salut Thomas, salut Hugo, salut Erwan. Hugo, sur la dernière émission Bureau Oval, tu as comparé les plaquages de France-Nouvelle-Zélande à des accidents de voiture. Forcément, ça m'a marqué. Toi, pendant ta carrière, est-ce qu'il y a des plaquages dont tu te souviens qui, voilà, t'avais un peu chafouiné les côtes plus que les autres? Qui te les avait mis et quand ça a eu lieu? En fait, je pose cette question pour te mettre un contexte. Tu m'as envoyé sur Instagram, parce qu'on s'envoie plein de conneries, tu m'as envoyé sur Instagram une vidéo de l'équipe de France lors du dernier rassemblement, là, de la dernière tournée, où ils se mettaient sur un tatami des plaquages. Ils se mettaient des bouchons. Des vrais et là, plaquages. tu m'écris, ça me manque pas, ça. Donc, et c'est pour ça que je voudrais que tu m'expliques aussi, parce que c'est bien beau, Max Guazzini, les soirées, tout l'à côté, les facilités quand t'es dans le calendrier des dieux du stade, mais il y a aussi, au bout d'un moment, faire le taf et la dureté d'être un rugbyman de haut niveau. Mais tu vois, je pense que cette époque, Max Guazzini a extrêmement bien marché, et parce que les joueurs qui formaient cette équipe, et je te dis, moi j'arrive que à la fin, mais je pense aux joueurs fantastiques qu'il y a eu dans cette équipe, Domi, Parissé, Rabadan, Liebenberg, Skrela, enfin devant Peter De Villiers, Marconnet, Pichotte. C'est parce que je pense que pour créer un groupe, c'est pas que le samedi soir à l'Arc avec les copines. Tu vois? Non mais il y a Polo qui a rigolé. Non mais en fait, je pense que il y a un moment où il faut de l'adversité, il faut des moments difficiles et il faut en passer par là. Et je trouve que ce qui est fantastique dans le rugby, c'est que tout est joli si la vérité du terrain, ce qui se passe sur le terrain, c'est accompli de la bonne manière. C'est un sport dur, c'est un sport de contact, de collision aujourd'hui. C'est de plus en plus dur parce que les joueurs sont de plus en plus prêts physiquement, de plus en plus rapides, de plus en plus toniques. Ils arrivent à enchaîner les efforts de plus en plus longtemps. Donc, quand je dis accident de voiture, c'est parce qu'il y a des joueurs, Julian Savea, l'ailier des All Blacks, on l'appelait le bus, tu vois. Je veux dire, les mecs qui ont joué John Alomou, c'est des mecs qui font 110, 115, 120 kilos, qui courent à 34, 35 km/h. Donc, quand je m'amuse à dire que c'est une Smart au feu rouge, c'est une Smart au feu rouge, en fait. Tu prends une Smart au feu rouge qui te rentre dedans, à 30, bah, tu prends un mec lancé qui veut, et puis qui te vise bien, tu vois, au niveau des flottantes. Donc ouais, c'est dur, mais c'est tellement génial, c'est tellement bon, parce que tu vois, c'est ces moments de difficulté, d'adversité qui, en tout cas à mon sens, hein, peut-être chez d'autres c'est pas comme ça, tu vois, mais qui créent un lien, et qui créent un vrai lien profond, tu vois, où un moment les yeux ça ment pas, tu vois. Tu sais, quand c'est la galère, quand le mardi t'as opposition à balles réelles, dans le froid, sous la pluie, c'est relou parce que t'as joué le week-end, t'as pas été bon, l'entraîneur il te dit maintenant mardi c'est balles réelles, c'est feu. Bah, t'es obligé de te foutre sur la courge face à tes potes, tu vois, tout. Et
parfois t'as pas envie, t'as tes potes qui t'aident aussi, tu vois. La beauté du sport collectif, c'est aussi ça, tu vois. C'est que parfois t'es dans le vestiaire et tu te dis putain, il faut qu'on y retourne. Puis t'as ton pote qui te tape sur le. Allez, tu vois, c'est tous ces moments-là de complicité, de création de quelque chose qui, moi, je trouve sont exceptionnels. Parce que oui, c'est dur, mais je trouve que c'est génial, que c'est un sport qui est magnifique. C'est un sport qui accepte tout le monde, le grand, le petit, le gros, le maigre. Tout le monde peut jouer aujourd'hui. Alors, il faut avoir une certaine... hygiène de vie. Non, mais puis performance, tu vois, il faut être préparé physiquement. Aujourd'hui, c'est dangereux, tu vois, les cervicales. Un mec qui est préparé, il peut devenir tétraplégique, tu vois, si tu travailles pas tes cervicales, ton dos, c'est un sport à risque, tu vois. Tous les week-ends, t'as un mec qui est pété. Mais voilà, je trouve que c'est génial. Alors après, pour en revenir au plaquage, si je suis tout à fait honnête, j'en ai pas mis beaucoup, moi, des méchants, parce que c'était pas mon domaine de prédilection. Est-ce que t'en as pris? Est-ce que t'as le souvenir d'un plaquage en particulier, tu vois, qui t'a fait du mal? Un jour, on joue Montpellier, et il y avait Pierce Spice, le 8 de l'Afrique du Sud. Un 8 monstrueux, mais vraiment monstrueux. Et je dégage, je trouve pas la touche, donc je monte en sprint et il me vise mes pleins fers, si tu veux. Voilà, il m'a traversé. Il m'est passé dessus, roulade arrière, truc emporté. Ça, Nalaga, l'ailier fidjien de Clermont, on joue au Stade de France en plus. Mais pareil, en fait, il me rentre dedans, je fais porte-drapeau, je pense, pendant 10 mètres, tu vois, accroché à une jambe et tout ça, mais des trucs comme ça. Ah ouais, tu vois, genre les mecs... Mais après, on n'est pas fait comme eux. Enfin, tu vois, il y a un moment où il faut... Facundo Isa aussi, une fois. Il m'avait pris, mais bien pris pile au buffet, là. C'était encore à l'époque où tu avais le droit de... Il m'avait tout coupé, tu sais, respiration, tout, là. Et tu te relèves et tu continues à jouer. Ah bah t'as pas le choix, si tu veux. Est-ce que t'as un peu d'orgueil et d'amour propre, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un plaquage du jeu et où tu sors, quoi? T'es obligé de sortir. Bah, des KO. Ça arrive. J'en ai pris 2. Voilà. C'est pas rien. Deux, vraiment. 2 extinctions de la lumière complète. Et c'est quoi les actions? Un, c'est sur un rock, un coup de tête. Ok. Extinction de la lumière, tu vois. Genre, tu sais plus ce qui. Tu te réveilles, t'es sur la touche. Non, parce que tu te réveilles. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui me secoue en me disant réveille-toi, etc. Mais enfin voilà, tu vois, le disjoncteur à la maison, quoi. Et un deuxième au Stade de France avec l'équipe de France contre l'Angleterre, où l'ailier anglais Johnny May. Mais pareil, sur un dégagement, le ballon rebondit et tu vois, le rebond fait que je me tourne et il me prend à l'épaule, je crois, juste dans le menton, tu vois. Et là, poupée de chiffon. Tu t'écroules par terre, voilà. Grand écart. Mais ça fait partie du truc, tu vois. Je veux dire, c'est pas... je trouve qu'ils prennent de plus en plus de précautions avec ça, tu vois. Et c'est bien, parce que je pense que c'est des blessures qui sont invisibles, on va dire, mais qui peuvent avoir des séquelles tellement grande sur le long terme, tu vois. Moi, je me suis blessé physiquement, c'est dur, ça fait mal. Mais je pense que, tu sais, vulgairement, quand on dit une fois que t'as le pâté qui a touché la boîte... Mais non, mais... C'est pas rigolo, mais l'expression est exceptionnelle. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est... Et je trouve qu'aujourd'hui, ils prennent énormément de précautions avec ça. Et... Est-ce que ça va dans le bon sens? Parce que c'est vrai je pense, ouais. Il y a eu des accidents terribles, il y a eu des morts sur les terrains, il y a eu beaucoup d'histoires ces dernières années encore, et on a la sensation que le rugby mondial va dans le bon sens. Toi, c'est le même ressenti que t'as, que le rugby a changé par rapport à quand tu jouais? Écoute, les nouvelles règles, alors sur les plaquages, etc., moi, il y a des choses que je trouve pas très... Ça va rien? Parce que je pense pas que ce soit sur un plaquage que tu te fais mal, vraiment. En fait, c'est souvent d'ailleurs le plaqueur qui se fait mal parce qu'il met la tête du mauvais côté. Et en fait, en plaquant, c'est lui qui tape avec sa tempe sur une partie du corps de l'adversaire. Souvent, tu sais, sur la crétiliaque, la hanche, au niveau du cou, tu vois, si le mec il met la tête du mauvais côté. C'est dur, quoi. Et il fait dodo. Mais en fait, c'est pas, pour moi, ce qui est les vraies phases dangereuses, c'est les phases de ruck, en fait. Où t'as souvent, quand tu essaies de gratter des ballons ou quand t'as des joueurs qui sont dans ces positions-là, t'es complètement exposé au niveau des cervicales et de la nuque, tu vois. Donc même si aujourd'hui les joueurs font un renforcement exceptionnel et heureusement, mais c'est vrai que c'est ces zones-là que moi je trouve à des moments, c'est... Enfin, et puis je te dis, moi c'était jamais une zone où j'aimais beaucoup rester parce que ça tire à balles réelles, tu vois, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Mais ça, on peut pas y faire grand chose, hein, j'ai l'impression que c'est des non, moments, mais après c'est les règles, etc. Tu vois, c'est vrai que tous les ans au rugby aujourd'hui ils essayent de faire évoluer les règles, je pense que c'est dans le bon sens. Pour revenir au protocole commotion et au KO, je pense sincèrement que c'est la bonne chose, et même si c'est dur quand t'es joueur, tu vois, parce que quand t'es joueur, en fait tu veux jamais sortir. En fait, quand tu joues au rugby aujourd'hui, tu acceptes de te dire qu'à chaque match, tu peux y laisser la santé, mais vraiment. Tu vois, aujourd'hui, il y a quasiment chaque match, il y a un mec qui ressort pété, qui ressort avec une commotion, etc. Donc,
tu sais que tu donnes ton corps à la science, mais ça fait partie du truc, tu vois, tu l'as accepté, donc tu le crains pas. Et c'est pour ça que je pense que de plus en plus, et c'est important, c'est au corps médical, tu vois, et ils sont meilleurs et ils sont très très bons de prendre leurs responsabilités. Parce que moi, j'ai jamais vu un mec qui a pris un KO qui dit « Ouais, t'as raison, je sors. Ah, t'as raison, putain, j'ai mal à la tête, je sors. » Ça n'existe pas. Donc faut l'imposer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Ta préparation, elle fait que tu vas aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et puis tu vois, je veux dire. Trop de sacrifices pour dire le pilote de F1, il sait qu'il peut y rester. Le coup au Stade de France, par exemple, où là, t'es France-Angleterre, crunch devant 80 000 personnes au Stade de France. Jamais tu veux sortir. Bah oui. Et le mec qui me dit t'as mal à la tête? Bah non. Enfin, si t'as mal à la tête, tu veux sortir? Personne va dire oui, tu vois. Donc après, finalement, le protocole mis en place t'aide à évaluer comment comment ton cerveau a été choqué par rapport au contact, etc. Mais non, aujourd'hui, tu vois, ils ont un protège-dents connecté maintenant. C'est devenu la norme où les chocs sont quantifiés via leur protège-dents connecté. Et c'est un médecin indépendant, en fait. C'est-à-dire que si tu vois, il a une tablette avec tous les joueurs, à partir du moment où ça clignote, tu sors. Dehors. Donc, est-ce que c'est bien? Je sais pas, parce qu'il y a des joueurs qui ont commencé à dire, mais en fait, c'est des chocs, j'ai rien senti, tu vois. C'est pareil, je pense qu'on a une acceptation à la douleur. J'irais pas jusqu'à dire comme les boxeurs, tu vois, parce qu'ils prennent vraiment des coups dans le visage pendant 10-12 rounds et c'est vraiment, tu sais, ils sont visés. Ouais. Nous, c'est le corps entier qui est visé. Mais peut-être qu'on a une acceptation à la douleur aussi qui monte et les corps sont toujours poussés à l'excellence et peut-être qu'à un moment, finalement, notre corps ne tiendra plus la distance, tu vois. C'est juste ça. Je voulais qu'on aille aussi sur un moment un peu plus délicat de ta carrière. Il y a une réaction que tu avais eue. Mais Pierre Amiche, qui est évidemment bien plus calé rugby que moi, il va te poser cette question-là. Salut Hugo, c'est Pierre. J'espère que tu vas bien. T'as bien compris que moi j'étais le méchant de l'émission et ça va pas beaucoup changer avec la question que je vais te poser. En juin 2014, sur la tournée de l'équipe de France, tu te détruis le genou. Tu vas mettre beaucoup de temps à revenir, mais surtout, c'est le début de la galère. Tu vas louper la Coupe du Monde de rugby et aussi le titre du Stade français en 2015. Alors si dans les faits, tu es bien champion de France, est-ce que toi, intimement, tu te sens champion? Voilà, je te souhaite. On rappelle que tu n'avais pas voulu toucher le Brennus. Mais moi, j'ai aucun complexe à dire que non, je le suis pas, tu vois, parce que tu joues pas. Et même si les joueurs m'avaient beaucoup pris avec eux, surtout lors des phases finales, où c'est vrai que j'avais une année en plus très galère, je me pète les croisés, j'ai une rechute, je me fais opérer 2 fois, j'ai une algodystrophie, c'est-à-dire que mon genou ne pliait pas. En fait, j'avais une douleur permanente et à 3 mois, j'étais à 90 degrés de flexion. Enfin, je genou pliait pas, j'étais parti à Saint-Raphaël faire de la rééduque. Les mecs, ils me foutaient le gaz hilarant pour me forcer la flexion, pour essayer de plier parce que j'avais trop mal. Enfin, j'ai eu toutes les merdes possibles, malheureusement, sur le genou, je les ai eues. Ça fait partie du jeu, malheureusement, c'est comme ça, tu vois. Mais le fait que tu aies participé un peu quand même. T'es quand même dans le groupe, au début de saison et tout, t'as vraiment voulu. Ah ouais? Non, tu l'es pas. T'as pas réussi à te sentir. Mais non, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, c'est la manière dont je le conçois, tu vois. Tu joues pas. T'es pas dans l'adversité, c'est ce que je te dis, tu vois. C'est pour moi, c'est pas que le samedi soir en faisant la fête que t'es un groupe. C'est quand ça pique et quand ça pue. Dans ces moments-là, dans ces matchs difficiles, pour moi, c'est là où tu crées un collectif, où tu crées un groupe et où tu crées une cohésion. Tu vois, c'est trop facile le week-end en soirée quand c'est fini. C'est pour ça que j'ai aucun problème et ça me fait même pas mal parce que c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ça m'aurait peut-être fait mal si par exemple tu joues toute l'année et tu te pètes en quart de finale ou en demi-finale, tu vois. Et dans ce cas-là, je pense que tu vois, t'as une relation différente avec l'événement. Mais là, toute l'année, je joue pas un match, tu vois. J'essaye de revenir, je suis obligé de retourner sur la table d'opération parce que j'avais la suture des ménisques qui n'avait pas tenu, donc on est obligé de me réopérer pour m'enlever les languettes méniscales, comme ils appelaient, qui frottaient dans mon genou. Non, je te jure, finalement, ça me fait pas... tu vois, je me blesse. Ce qui me fait plus... Enfin, c'est plus chier. Non, ce qui m'embête plus, c'est comment je me blesse, tu vois. C'est que je me blesse le dernier match de l'année avec l'équipe de France à Sydney. Dernier match, c'était mon 32e ou 33e match, tu vois. Et c'était finalement ma première saison où j'enchaîne club, équipe de France, sans m'arrêter. Parce qu'en fait, le calendrier, la magie du rugby, c'est que tu joues en club et en équipe de France de temps en temps, donc les vacances, c'est toujours un peu n'importe quoi. Et t'es jeune, quand t'es jeune et que t'es dans le bon truc, moi, j'avais pas voulu de vacances. Donc, j'avais enchaîné, tu sais, tu te sens bien, tu veux surtout pas que ça s'arrête, tu vois. Au peur de te dire...
putain, mais si je pars une semaine en vacances et que je reviens, si je me sens moins bien sur le terrain, là, si tu veux, t'as tout qui tourne, bon, bah, feu. Et c'est vrai que je me pète. On part en Australie, premier match à Gold Coast, Brisbane. Premier match à Brisbane, je joue. Deuxième match à Melbourne, je joue pas. Et dernier match à Sydney, je joue. Et en fait, ils me préviennent le deuxième match que je joue pas à Melbourne. J'étais sorti jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'avais dit, mais j'étais pas tout seul. Personne. Oui, non, mais tu vois. Et non, mais tu vois, c'est mon seul regret finalement. C'est de me dire, est-ce que si je sors pas à ce moment-là, est-ce que je me pète la semaine d'après? Si tu fais 3 nights en général. Tu vois ce que je veux dire? C'est le seul regret que j'ai. Vraiment, c'est le seul regret. A priori, non, c'est ça qui est terrible, tu le sais très bien. Je sais pas. Non, mais je sais. Mais je me suis fait les croisés. La veille, j'étais avec Erwan, on a fini à 6h, j'étais détruit. Je me suis blessé le lendemain. Enfin, non, mais même si moi, c'est pas le lendemain. Attention, je veux pas dire. Je sais, mais c'est sur une histoire de fatigue. Si t'étais pas blessé avant, tu sais très bien que si t'es pas sorti ces 3 jours-là, je sais pas. Il y a de grandes chances que tu sois pas blessé. C'est la réalité. C'est le dernier match de l'année. Du coup, moi, j'entends qu'un mec qui a des regrets. C'est pour ça que je te dis ça. Non, des regrets. T'aurais aimé que ça se passe différemment. Non, c'est pour ça que j'ai pas de regrets parce que le regret, en fait, c'est pas un regret, c'est juste une interrogation parce que je sais pas. Tu vois, peut-être que je me serais blessé de la même manière et finalement j'aurais dit, tu vois, c'est le dernier match de l'année, juste avant de partir en tournée, on jouait avec le Stade Français contre les Wasps pour se qualifier en Coupe d'Europe. Je me fais perforer le tympan sur un coup de tête. Beau sport. Et tu vois, finalement, pareil, à ce moment-là, il y a l'idée de se dire, est-ce que tu veux partir en tournée parce que dans l'avion, ça va te faire mal, etc. Et à aucun moment, je dis non, je veux pas y aller. Tu vois, parce que peut-être que t'es fatigué, peut-être que tu sais, t'as plein de petits signes. Peut-être que là, il y a un docteur qui aurait dû te dire non, tu vas pas. Mais non, parce que oui, mais le docteur, il te laisse toujours la possibilité. Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton choix à la fin, quoi. Il te donne toutes les perspectives, mais c'est toi qui tranches. C'est pas handicapant pour jouer au rugby. Ça fait mal, ça te gêne de temps en temps, mais c'est pas handicapant pour jouer au rugby, tu vois, à l'instant T. Pareil, lors du tournoi, je me pète les côtes, enfin, je me fissure les côtes, donc je joue, tu sais, infiltré. Mais alors pareil, là à ce moment, il y a la personne qui te dit, bon bah, je joue infiltré aux côtes, bah il faut que je prenne 15 jours de repos. Et puis il y a l'autre qui dit, bon bah, je te fais de la mésothérapie avant le match sur les côtes, t'as pas de douleur, tu joues. Ok. Tu vois, donc il faut bien comprendre que, je pense que c'est dans tous les sports, mais au rugby en particulier, j'ai rarement vu un mec démarrer un match en ayant mal nulle part. Oui, le sport de haut niveau, mais ça le sport de haut niveau. C'est pour ça que je te dis, je pense que c'est dans tous les sports pareil. Oui. Après, c'est juste l'acceptation de la douleur de chacun et l'idée de te dire, bon, bah là, je force un peu plus, ou là, bon, je mets un petit coup de frein à main. Voilà. Tu vois, tout au long de l'année, peut-être qu'il y a des petits signes avant-coureurs, tu vois, en te disant, souffle un peu. Mais tout se passe bien. Pourquoi souffler, tu vois? Donc, voilà. Après, bon, cette blessure, c'est vrai qu'elle est handicapante parce que depuis, j'ai toujours mal au genou, en fait. C'est surtout ça. Tu t'es jamais revenu à 100%? En tout cas, en termes de sensations, moi, jamais. Peut-être que je pense que sur le terrain, à certains moments, j'ai réussi à retrouver, tu vois, une certaine vitesse, une certaine vélocité, une capacité à changer de direction, changer d'appui, mais en termes de sensations pures sur les deux genoux, j'ai jamais ressenti la même chose. Jamais. Bon, pour clôturer ça, Erwan, pour clôturer le Stade Français, j'aimerais te poser 2 questions assez bateaux, mais qui me font kiffer. C'est quel est ton meilleur moment avec le maillot du Stade de France, et l'autre question... Stade français. Je dis qu'est-ce que je raconte du Stade français, pardon. Et le meilleur joueur avec lequel tu as joué. Au Stade français? Au Stade, ouais. Oh. Et elle est difficile parce que vu que il y a 75 super mecs... Pléthore de stars, hein. Mais j'ai envie que tu me sortes, voilà, ton meilleur moment et le meilleur joueur. Vraiment. Meilleur moment... Tu gagnes un challenge européen en 2017. Ouais, mais... Est-ce que si je te dis mon premier match, tu vois, finalement, parce que c'est là où tu découvres le haut niveau, tu vois, est-ce que c'est ça le meilleur moment? Non, c'est pas ça. Tu sais pourquoi? Parce que finalement, je le partage pas avec grand monde parce que je suis tout seul. Je suis le seul jeune à ce moment-là à jouer. Alors non, il y a Djibril Camara, mais qui est un peu plus vieux que moi et qui avait déjà joué quelques matchs. Mais je le partage tout seul. Tu vois, j'ai pas. Mais je me souviens d'un match en challenge européen, en Coupe d'Europe, où on va à Basse avec. On est tous les jeunes. Et c'est un quart de finale, on va là-bas et Basse, c'est une grosse équipe d'Angleterre et on les atomise et on fait un super match, on leur met 40 points et tout le monde joue bien. Et tu sais, c'est le genre de match où tu te dis à un moment, en fait, on peut faire n'importe quoi. Je sais pas si t'as senti ça au basket, c'est tu peux fermer les yeux et jeter. Non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu peux faire n'importe quoi sur le terrain. Les bons rebonds, ils sont pour toi. Ouais, je vois. Tous les duels aériens. Tout va dans ton sens. Tous les duels aériens. Alignées, finalement, tu sautes, t'as le genou au niveau de la mâchoire de l'autre, t'as toujours 20 cm de plus, t'as toujours 5 mètres d'avance sur toutes les cours. Et là, je me suis dit, c'est cool quand même. Franchement, on fait un sport qui est cool. Parce que la douleur, tu la ressens plus.
parce que t'as que du positif. Tu gagnes un gros match à l'extérieur. Et on était en plus plein de jeunes, assez jeunes encore, tous ensemble, tu vois, où c'était un peu, on les envoie au feu, mais on sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont nous montrer. Et on répond présent, et c'était un match vraiment, vraiment top. Vraiment top. Très bien. Alors après, le meilleur joueur avec qui j'ai joué au Stade Français, elle est vraiment pas cadeau, parce qu'il y en a un paquet. Mais quelqu'un qui est un peu hors norme, quelqu'un que tu as senti au-dessus, qui a volé pendant une saison, peut-être la meilleure carrière, j'en sais rien, tu vois, quelqu'un qui te paraît être hors norme. Je vais te dire, le mec avec qui j'ai pris le plus de plaisir sur le terrain, et on jouait pas le même poste, Sergio Parisse. Le numéro 8, qui a été élu en plus ce week-end Hall of Fame de rugby, qui a une carrière, qui a fait toute sa carrière au Stade, qui a fini à Toulon quelques années, mais qui a fait la majeure partie de sa carrière au Stade Français. Et il jouait 8, et dans notre redistribution défensive et dans notre structure, il était souvent au fond du terrain avec moi. Donc tu vois, un avant, un trois quarts, tu peux te dire, la complicité, c'est pas toujours... tu vois, s'il a pas un peu cette envie de relancer avec toi, cette sensibilité, etc. Et c'était un bonheur. Franchement, c'était un régal. Il comprenait... À chaque fois que j'avais envie de faire quelque chose, tu sais, il était toujours... Il était toujours prêt à faire le truc avec moi à fond, à prendre le risque au fond du terrain avec moi. C'est quelqu'un qui, lorsque j'ai démarré, m'a beaucoup soutenu sous les ballons. Tu vois, au début, tu sais, les mecs te visent un peu. Il fait toujours l'effort de revenir t'aider, de te protéger. Et après, dans le jeu, c'était un bonheur. Tu vois, derrière, il comprenait tout. Je me servais de lui pour redoubler avec lui, profiter de sa force physique, tu vois, de sa capacité à concentrer des défenses pour jouer autour de lui, sur des relances au fond du terrain. C'était un bonheur. C'est le mec qui comprend tout, un regard, et le mec jamais en train de te dire ah non, lève le pied un peu, mollo, toujours vas-y, tu veux relancer, feu, et ouais, c'était le kiff. Mais après, des grands joueurs, enfin, je veux pas faire ma langue de bois, tu vois, mais je peux t'en sortir un par ligne, quoi. Vraiment, je peux t'en sortir un par ligne sans forcer là, en claquant des doigts, tu vois. Des mecs, Rabat Slimani, pilier droit, Pascal Papé, en troisième ligne, Antoine Burban, Sergio Parisse, enfin des mecs, Simon Taylor, un ancien troisième ligne écossais, enfin des mecs qui ont eu des carrières, Julien Dupuis qui a peut-être pas eu la carrière internationale qui l'aurait mérité, mais qui au Stade Français a fait des matchs. Demi-mêlée, c'est ça ? Ouais. Will Genia, le demi-mêlée australien qui a je sais pas combien de sélections, des mecs, tu vois, au centre, Danti, YCA, Ozel, Djibril Kamara, enfin des mecs, Julien Rayas, enfin, tu vois, j'ai jamais eu la chance de jouer avec Domi. Et c'est vrai que c'est dommage, tu vois. J'étais beaucoup trop jeune, tu vois, mais c'est des mecs comme ça, tu te dis, sur un terrain, tu sais, à côté de mecs comme ça, tu traverses les océans, tu vois. Je veux dire, t'as rien à craindre, quoi. C'est ton idole un peu, Dominicio, comme ça ? Non, c'est pas mon idole, parce que, tu vois, il joue à l'aile, et c'est vrai que c'est pas un poste que j'appréciais en termes de jeu, tu vois. J'ai joué à l'aile de temps en temps, mais c'est vrai que j'aime pas ça, j'aimais pas, tu vois. Donc ça a jamais été, tu vois, j'ai rarement eu d'idole en plus dans le rugby, genre waouh, putain, j'ai envie d'être comme lui, tu vois. Mais c'était un monsieur qui laissait pas indifférent et laissait pas insensible les gens, tu vois. Et quand t'es jeune et que t'as un monsieur comme ça, que tu le veuilles ou non, tu vois, avec la carrière qu'il a, avec l'historique qu'il a, tu vois, personnel, et avec la carrière qu'il a, avec les hauts et les bas qu'il a connus, et qui te prend entre guillemets sous son aile, tu vois, je pas le seul, pas le premier, mais avec qui tu peux discuter dans des moments un peu intimes, etc. C'est un mec, c'est un mec qui vaut de l'or, tu vois. C'est un mec qui est, et puis c'est un mec qui te protège, qui te qui te couvre. C'est ton grand, comme on dit dans le basket un peu. Ouais, ça fait partie des joueurs comme ça que moi, ça faisait partie des anciens où je pouvais aller dîner avec eux, m'asseoir au coin de la table, mettre les mains comme ça et voilà, et mec, il te racontait tout et n'importe quoi, tu vois, c'était des folies. Tu m'as beaucoup parlé, parce que moi, tu sais que j'adore poser des questions sur les mecs qui ont eu des carrières comme toi, et tu m'as beaucoup parlé de comment les anciens, à un moment donné, t'avaient donné des billes. La transmission. Et tu parles du combat, dans le bon sens du terme, du rugby, sur le terrain, mais le combat, souvent, il commence dans le couloir. Raconte-nous cette histoire de manche courte, manche longue, avec Sylvain Marconnet. Il y en a plusieurs. Alors, le coup de manche courte, manche longue, c'est pas Sylvain Marconnet, c'est Jérôme Fiol. Et en fait, je suis jeune, et on va jouer un match, il fait froid, tu sais. Et donc on est dans la chambre, etc. Et donc douche avant d'aller au strap, j'avais un peu le même rituel, sieste le plus tard possible, inscrit au strap en dernier pour essayer de dormir le plus tard possible, rapidement douche
Et feu, strap, causerie, vestiaire et tu vois, match. Et putain, donc je m'arrivais de la sieste et Jérôme Fiol qui était déjà un ancien et tu vois, mais pareil, un mec. Et putain, il me voit me sortir de la sieste pour aller à la douche. Et il me dit, tu te douches à l'eau froide, tu vois. Putain. Mais puis tu sais, c'est toujours un petit jeu, tu vois. Et puis moi, j'aimais beaucoup les anciens. Et puis bon, voilà. Donc là, bon, tu te douches, puis tu te douches à l'eau froide. Hein. Bon, tu te douches à l'eau froide. Donc ça te réveille, si tu veux. C'est pas top. Et puis pareil, dans le vestiaire, tu sais, c'était le début des lycras, tu vois, des trucs à manches longues, etc. Et j'avais la chance d'être en contrat avec un équipementier qui m'enfilait. J'en avais des valises et des valises. Et il fallait en mettre un propre, un neuf à chaque match pour être beau, etc. Et il me dit, il me sort de question, il me dit, tu joues à manche courte. Donc pareil, au début, tu sais, tu fais un peu, puis finalement, tu le fais, tu vois, parce qu'il te dit, si tout le monde a froid, mais qui te voit, toi, dans le couloir, à manche courte, alors qu'ils sont tous comme ça, tu sais, avec les mains gelées, parce que tu sais, quand t'as les mains gelées, là, tu sais, les trucs, etc., tu sais, les doigts gelés, tu prends le ballon sur le bout des doigts, c'est horrible, tu sais, c'est des sensations, c'est horrible. Tu sais, ça me rappelle quand t'es petit que tu veux pas, tu sais, tu veux même pas sortir du vestiaire. Et donc, c'était, tu vois, des petites anecdotes, des petits trucs comme ça où il te dit, bah non, et donc, j'avais pris le pli, en fait. Et donc, c'est vrai qu'après toute ma carrière, douche à l'eau froide, et la plupart du temps, alors peut-être pas un match ou deux où j'avais vraiment craqué parce que genre j'avais fini par mettre le lycra à manche longue à la mi-temps ou truc comme ça, mais c'est vrai que je coupais le t-shirt pour être à manche courte. Alors par contre, crème chauffante dessous, ah ouais, là je peux te dire que je me badigeonnais de crème chauffante. Mais raconte-nous un peu aussi le couloir, tu vois, où je vais en arriver. Ouais, bien sûr, mais je vais te raconter. Le couloir de la préparation, de vouloir se faire peur, les regards. Et des fois, il y en a même qui trichaient pour avoir un regard qui faisait peur. C'est pas ça, c'est que, alors tu vois, j'ai eu la chance de finir avec un monsieur au Stade Français qui s'appelait Sylvain Marconnet, qui était un mec, pareil, qui était... en termes de punchline, je pense que c'était un dieu vivant sur le terrain. Le mec arrivait à dissocier, je te jure, l'importance du combat, du match et du devoir qu'il devait faire avec le côté folklore, le côté amusement et le côté blague qui pouvait sortir à longueur de temps. C'est-à-dire que le mec, c'était en permanence. Et c'est un match où ça doit être mon deuxième match, je crois. Et donc, tu sais, pareil, tu vois, t'es tout jeune. T'es à des postes un peu clés où les mecs peuvent te cibler, tu vois, à l'arrière, tu sais que t'es tout seul en défense, les mecs peuvent te cibler sur le jeu au pied, peuvent t'agresser un peu sur les premiers rucks, etc. Et donc, moi j'étais dans mon coin, je faisais mes lacets, trucs avant le match. Puis tu sais, t'es tout jeune, t'as pas encore tu sais, tu vas pas demander au doc ou au kiné, bon bah masse-moi là, strap-moi là, tu sais, t'as 18 piges, strap, bon voilà, tu vois. Et putain, je le vois. Et c'est vrai que avant les matchs, il s'énervait, mais il faisait des blagues, il était toujours. Et là, il se fout du synthol comme ça sur le visage, comme ça, tu vois. Et dans les yeux, tu vois. Synthol, mais mec, c'est. Bah oui, c'est du synthol. C'est un massacre. Et mais quel est l'intérêt de mettre du synthol? Mais non, mais pour rigoler, tu vois. Mais c'était sa manière à lui. Et c'était sa manière à lui de se mettre dedans. Et il me regarde comme ça avec les yeux, tu vois. Il me dit, tu vois, il me dit, regarde comme ça, là, je te fais peur. Tu vois, des trucs. Genre, regarde, je fais peur comme ça. Et tu vois, c'était ce décalage et ce contraste entre. Ça change absolument rien en fait à la performance qu'il allait avoir sur le terrain parce que c'était un mec exceptionnel. Ah, c'était un grand joueur. Qualité fantastique qui pouvait jouer pilier droit, pilier gauche, enfin qui faisait des trucs. Moi je l'ai vu en mêlée un jour, le mec il poussait sur un pied. Il disait, oh, tu pousses en face, je suis sur une jambe. C'est pour brancher les mecs, tu vois, des trucs, c'était horrible. Tu vois, et c'est vrai qu'il m'avait fait ça et dans le couloir, pareil, tu vois, il passait à côté des mecs. Donc tu sais, t'es dans le couloir, t'es tous l'un à côté de l'autre. Ouais, ça commence, les jeux de regard, les trucs. Il passait, il disait, bon, je vous préviens, il y en a pas un qui touche le petit aujourd'hui, sinon on l'arrose, tu vois, ou des trucs comme ça, tu sais, c'était pareil, tu sais, c'était des petites phrases, tu vois, pour te protéger, à la fois te mettre en confiance, et à la fois aussi t'obliger à toi à répondre présent à leurs attentes. Tu vois, chacun a un rôle sur un terrain de rugby, mais je sais très bien que je pourrais pas avoir le rôle d'un pilier, d'un talonneur, tu vois, dans le combat, ou dans la mêlée, ou dans des épreuves de force, mais sous les chandelles, rassurer mes coéquipiers. T'as peut-être pas beaucoup de plaquage à faire, mais prendre aux chevilles vite, faire tomber vite, tu vois. Que les gros, ils se disent, bon, le petit, c'est bon, on peut lui faire confiance. On sait qu'on rigole, etc. On le protège, mais par contre, quand on s'appuie et qu'on a besoin de lui, ça arrive à tout le monde de louper des plaquages, ça arrive à tout le monde de... Mais on peut compter sur lui. Et tu vois, c'était toutes ces petites phrases, tous ces petits regards, tous ces petits liens qui font qu'à la fois, tu te sens en sécurité et en même temps, tu te dis, putain, je peux pas les décevoir quand même là. Tu vois, je peux pas leur chier dessus quand même, les gars. Là. C'est pas possible, tu vois. Avec ce qu'ils se mettent devant. Tu vois, avec ce qui se passe là, avec la manière qu'ils ont de me prendre par la main et d'amener avec eux, tu vois, il y a un minimum syndical qui peut pas être inférieur à ça, tu vois. Tu parlais d'un truc là, ça m'inspire, tu parlais des petites phrases de Sylvain Marconnet. Nous, on vient d'un sport où il y a du trash talking à fond. Donc les mecs, d'ailleurs, ça vient de chez nous, ça vient du basket. Il y a une différence. Attends, mais est-ce que... C'est que vous faites pas mal.
Non, peut-être, mais là, je te parle du trash Méfie-toi, talking. quand même. Les gens sont mais mal. alors, vous, je sais qu'avec vous, c'est très compliqué de dire qu'on se fait pas mal. Karl Malone, il met des tacs, les mecs, ils ont des trucs. Aujourd'hui, Thomas, il a 27 points de suture. Aujourd'hui, au rugby, tu vois, les caméras, le corps arbitral. C'est un peu assaini. Et il y a plus ce qui se passait avant. D'accord. Quand Sylvain Marconnet, à l'époque, ou les anciens, à l'époque, vraiment branchaient, ils acceptaient qu'au prochain ruck, prendre un pointu dans les dents. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, ça faisait mal, les mecs. De prendre de bagarres générales. Aujourd'hui, il n'y a plus, et tant mieux, tu vois. Il faut pas montrer ça aux jeunes parce que c'est débile, tu vois. Il faut. Au grand public, même de manière générale. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais il fut un temps où, quand tu tombais, tu te cachais, t'attendais que ça passe, t'attendais que la locomotive elle te roule dessus. Et je te dis, moi, je l'ai pas connu ça, hein, tu vois. Je veux dire, mais les autres. Moi, la seule fois, je te dis, c'est Julien Dupuis qui a fait exprès de me marcher dessus. Il m'a mis un coup de pied dans la tête, il m'a marché dessus. Il a fait exprès parce que j'avais pas fait la passe. Donc, un coéquipier. Ouais, parce que je sais pas, il y a un 2 contre 1, j'essaye de croquer un peu, tu vois, je fais fin de passe, je croque, je me fais reprendre. T'es un croqueur un peu. Ouais, non, mais quand t'es jeune, il y a un moment où 2-3 fois, tu sais, quand tu vois la ligne qui est pas loin, tu te dis, bon, elle est pour moi, elle est pour moi celle-ci, tu vois. Et je croque un peu, et je me fais reprendre. Et je libère mon ballon, tac, et Julien Dupuis, alors je sais plus s'il me marche dessus ou s'il me met un coup de pied, mais je le vois me dire, il me prend la balle, il dit, tiens, c'est bien fait pour toi, la prochaine fois tu donneras, tu vois. On aime ça. Mais ça dans tous les sports. Sur le coup, tu grattes quand même. Hein. Sur le coup, t'es là, tu grattes. Du coup, si t'es un autre 2 contre 1 à jouer, tu fais la passe. Mais après, tu vois, avec le recul, je te dis ça d'une manière amicale, parce que je sais que c'est important, tu vois. C'est dans le bon sens, quoi, ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui t'as plus ça, donc c'est facile entre guillemets de trash talker, de mettre une calotte à un gros. Mais moi aujourd'hui tu fais la bagarre, je me mets au milieu des plus grands, des plus gros, t'arrives là le menton en avant, tu sais qu'il t'arrivera rien. Il fut un temps, tu vois. Est-ce que t'as des souvenirs toi d'un duel ou de mots avec un joueur en particulier, quel que soit le niveau, tu vois, avec. Moi sur le terrain quand j'ai démarré, oui, il y a des joueurs. Je sais plus, je me faisais attraper un peu au sol, etc. Et il y avait un joueur de chez nous, du Stade Français, qui avait dit, écoute, à 3, si tu lâches pas le jeune, tu charges 1, 2, comme ça. Et l'autre, il m'avait lâché, tu vois, dans un ruck, tu vois. À 3, il m'a dit comme ça, à 3, si tu le lâches pas, le jeune, Il s'en passe des choses dans les rucks. Et ça parle toujours autant, là, aujourd'hui, les mecs se parlent tout le temps. Mais même, je pense qu'aujourd'hui, alors, je sais pas si ça parle plus parce que finalement, vu que l'intensité est plus importante, t'as moins le temps de. Si tu parles, c'est que t'es pas fatigué, c'est mauvais signe. Exactement. Tu pas essoufflé, t'as raison. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement dense, etc. Donc, je sais pas. Mais aujourd'hui, quoi qu'on en dise, tu peux te permettre de parler en ayant très peu de risques. Chose qu'à une époque, même sans parler, tu prenais des risques, si tu veux. Même juste en te montrant sur le bord du terrain, tu te disais, bon là, tu vois, voilà. T'as découvert. Bon, t'as tout découvert à Paris, c'est chez toi, on le rappelle, hein, t'as grandi là, t'as appris le rugby là, t'as fait le centre de formation, t'as découvert ta carrière, t'as découvert le monde pro là-bas, et tu vas quand même partir à Toulon, dans un contexte complètement différent. Toulon, c'est quand même un club historique du championnat de France, c'est un stade, c'est une ferveur. Parlons un petit peu justement de ce changement de décor et justement de cette... nous, Toulon, quand on le voit de l'extérieur, c'est un stade, c'est Mayol, c'est une certaine ambiance, Comment tu vis ce changement d'ambiance? Déjà, c'est un changement de vie parce que à ce moment-là, j'ai toujours des enfants, mais si tu veux, j'ai déjà une fille et je vais avoir un deuxième enfant, donc c'est une période de ma vie où je me dis, bon, bah voilà, j'ai 26 ans. Est-ce que soit je re-signe 3-4 ans au Stade Français et ça m'amènera jusqu'à 30-31 et je ferai toute ma carrière à Paris, soit je tente je tente quelque chose d'autre. Donc l'opportunité de Toulon s'offre à moi et je me dis deal, tu vois, je veux dire ils sont en pleine bourre, ils sont 3 fois champions d'Europe, champions de France, ils ont une équipe magnifique. C'est vachement gratifiant aussi, tu vois, que le président à l'époque, Mourad Boudjelal, avec qui on discute, etc., dise j'aimerais que tu viennes. T'es en fin de contrat avec le Stade Français? Ouais. Nous, c'est vrai que c'est pas. Bon, alors là, il y a moins de transferts. Il y a moins peut-être là, un peu plus, tu vois, ils s'amusent un moment à sortir les mecs là, mais. C'est vrai que moi, j'ai pas c'est en quelle année ça 2016-2017. Quand en 2016-2017, Hugo Bonneval, international, qui sort du Stade de France, il va du Stade français, c'est à cause de toi. Ça. Mais oui, pardon. Et qui va dans un grand club ambitieux comme Toulon. C'est combien le chèque? Est-ce que t'as gagné plus d'argent à Toulon sur une saison qu'au Stade Français? C'est une question, tu peux y répondre ça.
Au Stade Français sur toute ma carrière? Non, sur une saison. Ton plus haut salaire, c'était à Toulon ou c'était au Stade? Non, mon plus gros contrat, ça a été à Toulon. Ok. Ça a été mon plus gros contrat sur 3 ans. On aime bien parler de ça, pas parce que c'est du voyeurisme, mais parce qu'on aime bien que les gens se rendent compte aussi. On sait qu'il y a les salaires de footballeurs, ou en France, non, mais attends, c'est quasiment intouchable. Ouais. Nous, quand Paul Lacombe était venu là, on en a parlé aussi avec lui, Paul Lacombe, qui est un joueur de basket à Nanterre. Quand on est international français, quand on a la cote comme toi, quand on joue dans les plus beaux grands clubs de France, on gagne bien sa vie quand on est rugbyman comme pro. Oui, bien sûr qu'on gagne bien notre vie. On gagne très bien notre vie. C'est toujours pareil, si tu compares aux joueurs de foot, aux golfeurs, aux joueurs de NBA ou au top 20 du tennis mondial, t'es à la rue. Mais on gagne très bien notre vie, on peut investir. Aujourd'hui, tous les mecs... Je te coupe, tu parles de tennis mondial. Est-ce que tu gagnes plus qu'un Non. Oui, elle est là la question. Ta femme a gagné plus d'argent que toi en carrière? Je ne rentrerai pas dans ça. Oh là là, mais c'est facile de savoir pour les tennisman. À peu près, en tout cas pour les gars en carrière. Même chez les filles? Pour les gars en carrière, après il y a tout ce qui est autour, et ça on pourrait en discuter. Voilà, mais donc, moi je parlais de carrière. Non, mais sur Internet, tout est faux. Je te le dis. Ah, c'est vrai? Sur Internet, tout c'est vrai, quand on voit sur Wikipédia la gars en carrière, tout est faux sur Internet. C'est beaucoup plus. Il faut pas écouter. Il faut pas écouter les bêtises des réseaux. Revenons au rugby, si tu veux alors. Non, mais on gagne très bien notre vie, et tu vois, je veux dire, et c'est de plus en plus, et c'est tant mieux, en fait. Tu vois, je veux dire, tant mieux. Quand tu nous racontes les sacrifices. Mais non, mais oui, mais je veux dire, quand t'es jeune, tu joues pas pour ça. Je veux dire, sinon, c'est mauvais signe. Et c'est mauvais signe, et je pense que tu n'y arrives pas, et tu tombes dans un cercle vicieux, à mon sens, qui est néfaste pour tout le monde. Mais t'en as déjà connu ça, vraiment? J'ai tellement l'impression que le rugby, c'est un sport, tu sais. Mais moi, non, mais tu sais que. Moi, j'ai démarré. Tricher, non, mais attends, moi, j'ai démarré, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter. Non, mais bien sûr, aujourd'hui, ça joue un rôle. Dans le rugby aussi, il y a tellement de sacrifices, tu vois, parce que nous, on voit dans le basket les blairs, notamment avec aux États-Unis, les joueurs dans high school, on nous fait croire, les mecs qui disparaissent. Aujourd'hui, vraiment dans le basket, je pense que c'est le sport où il y a le plus de blairs. Par contre, à l'inverse, j'ai l'impression que le rugby, c'est le sport où il y a le moins de blairs. Toi, justement, tu as l'impression qu'avec le développement des réseaux sociaux, ça arrive aussi au rugby? Moins quand même, tu peux moins tricher, quoi, j'ai l'impression. Non, mais ça veut dire quoi? Est-ce que tu joues pour l'oseille ou pas? C'est ça la question? Non, mais jouer pour l'oseille une fois que t'es pro, on peut en discuter. Moi, je parle plutôt dans ta formation, tu vois, on a ça dans le foot. Dans le foot, à 11 ans, 12 ans, le projet Mbappé, tout le monde en parle. Les parents font tout pour que les petits soient pro. On peut pas avoir ça dans le rugby. Enfin, j'ai du mal à y croire. Tu peux pas l'avoir parce qu'aujourd'hui, l'argent est dérisoire par rapport au milieu du foot. Tu vois ce que je veux dire? Mais si ça ne va qu'en s'améliorant, et je l'espère, il y a un moment où cette donnée rentrera en compte. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas oublier qu'aussi, le sport est un vecteur c'est un ascenseur social. Tu vois, ça te permet de sortir de la merde quand t'es jeune. Et il faut être honnête avec ça aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais quand Toulon t'appelle, si un autre club t'appelle et que c'est moitié moins, bah tu vas à Toulon. Non mais c'est normal. Mais bien entendu, tu vois ce que je veux dire. Une carrière, si j'ai réussi comme une entreprise, il faut. Non mais c'est pour ça, tu vois. Je veux dire, moi j'ai aucun problème avec ça. Après, moi ça a jamais été mon leitmotiv jeune, tu vois ce que je veux dire. Quand t'es jeune et que tu veux jouer au rugby, moi je voulais jouer. Tu vois, donc c'était la chose la plus importante à l'instant T. Alors après, en grandissant, t'es plus tout seul, t'as des enfants, et puis tu vieillis, et puis tu te rends compte aussi de plusieurs choses. Mais moi, je te dis, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça joue un rôle qui est terrible. Parce que ça fait croire à tout le monde que c'est facile de gagner de l'oseille, que 2, tout le monde peut en gagner, et que 3, tout le monde est athlète de haut niveau. C'est faux. Sans rien faire. En postant des photos sur Instagram. C'est faux. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. La vérité, c'est ce qui se passe dessous. Et les meilleurs qui ont cette possibilité de bénéficier des réseaux sociaux et de tout ce que ça leur apporte, c'est parce que derrière, ils charbonnent comme des abrutis, tu vois. Et ils font croire à tous les imbéciles que c'est facile, parce qu'ils postent une photo en Versace. Et moi, ça, je pense que ça détruit des gens. Je te le dis franchement, je pense que ça détruit des jeunes. Parce que ça fait croire aux jeunes, il faut que j'ai la belle bagnole et le beau kawaii. Et c'est faux. Ou alors tu te trompes. Ou alors t'aimes pas le sport. Et ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, tu vois. Et moi, j'ai toujours considéré que si t'aimes ce que tu fais, c'est facile de le dire, parce que j'ai eu la chance de faire ce que j'aimais toute ma vie. Mais si t'aimes ce que tu le fais sans contrainte, même si c'est très dur. Genre moi, on jouait à Noël, ça m'a jamais gêné de jouer à Noël. Je me suis dit, oh non, j'ai envie d'aller farcir la dinde. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais... oui, mais grave, non, en fait, on joue le 24, on joue le 24. S'il faut aller à la muscule 23 ou s'il faut aller à la muscule 31, je veux dire, ça m'a jamais posé un problème, parce que j'aimais ça. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu te poses des questions, on commence à dire, non mais attends, là, droit du travail, il faut qu'on fasse doucement. Non. Sinon, t'acceptes d'être un salarié lambda et t'es pas un athlète de haut niveau, avec les bons côtés.
Alors, il y a des mauvais côtés, mais il y a beaucoup de bons côtés. Tu vois ce que je veux dire? Et les réseaux sociaux, c'est pareil. Revenons sur Toulon et sur cette atmosphère particulière, donc ce club particulier. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ton passage là-bas? Bah écoute, je te dis, Toulon, je change totalement de vie parce que je passe d'une vie parisienne, tu vois, avec tout ce que ça englobe, à une vie un peu plus, une maison familiale, truc un peu plus calme, tu vois. 2 enfants à ce moment-là. Donc c'est différent. Je découvre un nouvel environnement que je connaissais pas, une manière de vivre, une manière d'aimer le rugby aussi différemment, tu vois. Parce que c'est vrai qu'au Stade Français, comme je te dis, tu vois, on était libre comme l'air, tu vois. Et c'est vrai qu'à Toulon, on va dire que tu as des obligations, on va dire, qui sont absolument pas négatives, bien au contraire, mais les gens te font ressentir, et c'est aussi la beauté de cet environnement, de ce stade. Moi, Mayol, quand j'y allais avec le Stade Français, c'était un bonheur. J'adorais aller à Mayol, même si c'était un calvaire de jouer, parce que c'était toujours très dur, mais moi, j'adorais cette ambiance. Quand tu passes devant tout le monde, que tu te fais un peu secouer, un peu insulter, que les mecs ils te branchent. Moi, ça, c'est des choses que j'aime. Alors, les d'autres vont te dire j'ai peur, ça me fait mal au cœur. Non, mais tu vois, chacun. Personne va le dire, mais il y en a qui le pensent. Non, mais chacun. Non, mais chacun est libre. Bien tu sûr, vois, hein. moi, j'ai toujours dit, les gars, qu'est-ce qui peut nous arriver? Non, mais parce que c'est la guerre. Mais enfin, on n'est pas au front non plus. Hein. On va pas prendre une balle. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va se faire très mal, etc. Regardez où on est, les gars. Il fait beau. T'as le port pas loin, un peu de vent, des mecs foudrage, feu. Amusons-nous. Mais non, mais amusons-nous. Mais oui. C'est le kiff. Et franchement, c'est un kiff, hein, parce qu'une fois que ça s'arrête, hein, tu peux me donner ce que tu veux. Il n'y a rien au monde qui te fait ressentir ce que tu ressens quand t'es dans le couloir. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vrai. Ou alors, moi, je l'ai pas trouvé encore, tu vois. Donc Toulon, c'était génial. Et puis, c'est un cadre de vie différent. J'ai une maison magnifique sur la mer avec la piscine. Enfin, tu vois, tu changes l'environnement parisien, on va dire la grisaille parisienne, qui n'est pas toujours vrai, mais tu vois, avec un cadre de vie qui est exceptionnel. Je découvre aussi, tu vois, un nouvel effectif avec des joueurs. Enfin, j'ai la chance de jouer avec un mec comme Mahanonou, 2 fois champion du monde, pour moi, un des meilleurs centres du monde, tu vois, les Néo-Zélandais, Dwayne Vermeulen, Bassaro, avec qui j'ai eu la chance de démarrer ici au Stade Français. Et j'avais fait 1 ou 2 saisons avec lui au Stade Français. Et je retrouve Mathieu là-bas, capitaine du RCT, tu vois, enfin, un monument de. C'est trop cool, tu vois. Dwayne Vermeulen, le 8 de l'Afrique du Sud, pareil, 2 fois champion du monde. Enfin, t'as une équipe là, c'est. Brian Habana, JP Peterson, enfin, des mecs. C'était monstrueux. Tu vas faire 3 ans là-bas. 3 ans. Ensuite, tu signes à Pau et là, c'est compliqué. Ton genou, il tient pas. Et tu vas tenter un dernier truc pour essayer avec ton genou, c'est que tu vas partir à Miami, où tu vis aujourd'hui, mais tu vas aller chez les Miami Dolphins. Alors, allez, recadre-le un petit en fait, peu. je me désinsère des ischios à Toulon, ma dernière saison. Et rupture totale des ischios, des 3 ischios, j'avais un trou de 4 cm sous la fesse, un truc tout arraché. Donc opération se passe, greffe osseuse, enfin bon, 3 mois 3 mois post-op sans bouger, le temps que la greffe osseuse prenne, etc. Et c'est vrai que c'est une opération c'est une réathlétisation qui est très longue, tu vois. Et je demande, à cette époque, c'était Patrice Colazo qui était l'entraîneur du RCT. Et je lui dis, écoute, est-ce que pour ma rééduque, je peux partir, parce que passer tout l'hiver là à Toulon, je vais devenir fou, tu vois, venir le matin, monter seul, c'est la misère. Et il accepte très gentiment, tu vois, il y a un deal qui est fait avec les prépas physiques, etc. Il y a des checkpoints à passer et à être très très sérieux et strict avec ça, mais il me dit, tu peux faire ce que tu veux, pas ce que tu veux, mais tu peux voyager, tu peux voir ailleurs si tu veux pour t'entraîner. Et c'est vrai qu'avec IMG Academy, et qu'on connaissait, et par l'intermédiaire d'eux, je demande aux États-Unis, est-ce que je peux venir faire la rééducation avec vous? Le gros centre d'IMG Academy, il est à Bradenton, côte ouest de la Floride. Et c'est vrai que bon. C'est là où les Miami Dolphins s'entraînent? Non, c'est pour ça que je te dis, c'est pas glamour, tu vois. Donc je leur demande, et je dis, est-ce que côté Est, côté Miami, tu vois, vous avez des connaissances, tu vois? Et ils me disent, bon bah. Ah d'accord, que voilà, c'est là comme ça qu'on y arrive. On peut, si tu veux, tu peux aller faire En fait, toute ma rééducation
médical, j'étais resté en France parce que c'était important d'avoir le chirurgien, d'avoir des docteurs français, tu vois, en qui t'as confiance pour tout ce qui était début de trucs. Mais une fois que la réathlétisation pure rentre en jeu, que t'as plus le côté médical à proprement parler en termes de sécurité, bon bah là, tu vois, je me dis, il faut que je parte. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils me disent, bon bah si tu veux, on peut te matcher avec les Dolphins, avec le centre d'entraînement des Dolphins. Cool. Et donc je pars 1 mois et demi faire mon début de réathlétisation. Super expérience, j'imagine. Ouais, c'est la folie. C'est la folie. Déjà, tu pars 1 mois et demi, tu vois, c'était au mois de février. Il fait pas beau en France, même si à Toulon il fait beau, mais tu vois ce que je veux dire, c'est à Miami, quoi. C'est la misère, voilà. là, t'arrives là-bas, le Super Bowl. En plus, c'est l'année du Super Bowl des Kansas City contre eux. Je sais plus qui Les joue. Panthers de Carolina. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, il joue la finale contre. Bon, en plus, la finale, elle est à Miami, à la Hard Rock Stadium. Ok. Donc, tout est fait pour que ce soit trop cool, tu vois. Et ouais, bah, tu découvres un nouvel environnement, des nouveaux gens. Et puis, tu sais, même physiquement, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien mentalement. Mais tu sais, ton corps, je pense qu'il pète des petites appréhensions, des petits trucs, rien qu'en changeant d'atmosphère, en changeant d'environnement et en changeant de discours, tu vois. Les mecs ont une manière différente de travailler. Donc, tu vois, ton corps réagit différemment. Et après, c'est. Quelles sont les différences? C'est l'Amérique. Parce que c'est intéressant entre. Non, mais dans le discours, les infrastructures, c'est un peu. C'est évident, mais dis-moi un peu quelles sont les différences, au moins dans le discours, dans les exercices. Bah, les exercices sont vachement individualisés, mais ça, j'ai l'impression que c'est leur sport. Tu vois, le foot US qui est vachement. En fait, c'est pas un sport collectif. C'est un sport. Toi, t'as suivi un protocole que les joueurs de NFL suivaient pour se réathlétiser aussi? Bah, j'ai partagé. Sur le terrain, j'étais avec des joueurs qui, vu que c'était la période du Super Bowl, avaient fini leur saison, donc qui redémarraient les prépas, on va dire, pour être prêts pour les workouts, pour leur franchise, etc., tu vois, en début de saison. Et puis après, j'ai suivi quand même un cursus médical qui était spécialisé pour moi, quand même, en termes de balnéo, soins, massages, trucs, qui sont hyper barres. Mais bon, après, c'est la NASA, quoi, tu vois. Non, mais c'est-à-dire que n'importe quel... C'est pas du tout méchant, ni péjoratif, mais n'importe quel centre en France n'équivaut pas à une fac de là-bas. Tu vois, donc un centre d'entraînement. Mais tu vas à toutes les universités, ils ont 500 racks de muscu, ils ont 3 piscines olympiques, enfin, tu vois, ils ont tout. Et là, t'arrives dans un truc, en plus, ils viennent de changer, ils sont... le centre, c'est magnifique, t'as tout sur place, les journées sont super bien organisées, tu travailles, tu manges, tu sais, tout est bien. Ça a été une superbe expérience, vraiment, ça a été top. Tu vois, le travail est vachement spécialisé, mais je te dis, ça, je pense que c'était aussi voulu. Moi, j'étais dans un groupe où il y avait que des joueurs de NFL, que des joueurs en activité, tu vois. Il y avait d'autres groupes où il y avait des jeunes qui tentaient le draft combine, par exemple, parce qu'en fait, à ce moment-là de l'année, vu qu'ils jouent plus, en fait, ils font ils prennent plein de gens viennent pour faire des entraînements, pour préparer pour le draft combine pour les jeunes, ou pour se repréparer pour la saison. Tu vois, il y avait Jordan Poyer, qui est un mec des Bills, qui avait une maison, lui, à Fort Lauderdale, qui, une fois qu'il a fini sa saison avec les Bills, il reste pas dans le Nord, là-haut, tu vois. Il descend au soleil, et en fait, il profite des installations de tout le monde. J'ai l'impression que c'est vachement un peu coopératif, open door, quoi, coopératif, tu vois. Okay. Tout le monde vient, tout le monde travaille, mais par contre, tout le monde travaille. C'est pas le Club Med, hein. Tu vois, c'est pas Marbella, tu vois. Tu vois, ça bosse comme des chiens, et je peux te dire que ça bosse comme des chiens. Ça bosse comme des chiens. J'imagine que quand t'as vu Antoine Dupont faire sa semaine là-bas, bah, t'as compris. Ouais, c'est génial. T'as compris son désir. Tout le monde en a parlé dans les médias, tout le monde disait c'est un truc de ouf, Antoine Dupont va une semaine au States pour se préparer. Mais il a raison qu'il le fasse, et il a cette opportunité-là mais ça serait bête qu'il s'en prive. Enfin, c'est exceptionnel de ces moments-là, tu vois. Enfin, c'est trop cool. Et les mecs qui te disent, ouais, c'est parce qu'ils sont aigris, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir ça il y a 15 ans, parce que le rugby, c'était rien. Et que lui, il a quand même réussi à mettre le rugby dans une nouvelle dimension en amenant ça d'une manière plus, j'allais dire fashion, tu vois, du moins en France. Plus bankable. Ouais, voilà, je veux dire, c'est génial. Et bien évidemment, tu vois, au Dolphin, tu rencontres des mecs, tu discutes, tu vois la manière dont ils se préparent, tu vois leur capacité physique, vraiment. Tu te dis, c'est des bombes atomiques quand même. mais c'est des bombes atomiques, mais pour moi, c'est pas des joueurs, c'est des athlètes. Okay. Ouais, on est d'accord, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est pas des joueurs. Moi, au rugby, je dois m'entraîner à faire de la muscu pour prendre du poids, je dois m'entraîner à faire de la vitesse pour être rapide, je dois m'entraîner à faire des passes, je dois m'entraîner à plaquer, je dois m'entraîner à taper dans un ballon.
Bah, tu vois, les mecs, les wide receivers, c'est des sprinters. Gaillard. Et avec des mains, un peu des mains, mais pour attraper. Non, mais ils défendent pas, ils plaquent pas. Ah ouais. Et c'est tac. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord avec ça. Ils ont des actions de course. La fiche de poste, elle est plus limitée, ouais. Non, ils ont des actions de échecs, de toute façon. Ils ont des actions de course. C'est 6 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Tu vois, toi, t'es obligé de faire du foncier. T'es obligé de faire du foncier de temps en temps. Tu vois, des trucs relous, tu sais. Où il faut faire, tu vois, tout le début de saison, où tu fais du foncier pour prendre de la caisse. Ils ont 0 caisse. Mais quand je te dis 0, ils ont nib. Tu leur demandes de faire 3 tours de terrain, ils transpirent, ils sont essoufflés. Il faut de la ventoline pour tout le monde. Mais non, mais parce que c'est pas leur sport. Tu vois. Par contre, dans leur domaine. C'est les meilleurs athlètes du monde, on dit souvent ça. Atomiques. Bah, c'est des bombes atomiques. Tu nous as parlé d'Antoine Dupont, on va prendre la balle au bon. Parle-nous un petit peu d'Antoine Dupont, ce qu'il représente pour toi, la vision que tu as de lui en tant qu'ancien international, ancien pro, et ce qu'il amène au rugby, et aujourd'hui, comme il illumine le basket mondial. Le basket. Aussi, le basket, j'ai dit, le rugby. Comment il s'appelle Robinson, Jason Robinson, le petit là? Non, comment il s'appelait? Nate Robinson. Ouais. Nate Robinson, c'est la même taille là. Ouais, c'est 75. C'est fou. Non, mais comment? Bah écoute, c'est tout simplement fabuleux, fantastique. On a eu la chance dans le rugby français quand même d'avoir de grandes stars. Tu vois, quand on parlait de Domi, Fred Michalak, même Sébastien Chabal, tu vois, qui ont été plus que de simples joueurs, tu vois, qui sont devenus des personnalités publiques dans le monde français. Aujourd'hui, ce que fait Antoine Dupont, c'est fantastique parce que il est exceptionnel sur le terrain et il est exceptionnel aussi en dehors. Pour l'instant, il a 0 faute et j'espère que ça va durer pour lui, tu vois, qu'il aura. Mais il arrive à jongler sur tous les tableaux. Tu disais son voyage au States cet été, après les JO, il part. Il y a plein de mecs qui te disent ouais, il part. Toulouse est en difficulté, nanani, nanana, et pourquoi lui il est là-bas, et pourquoi les autres s'entraînent, etc. Il revient, il joue 20 minutes, il met 3 essais. Tu vois, donc là, si tu veux, les mecs, t'as tous des Bernardo après, tu vois, t'es obligé. Tu vois, mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Sur le terrain, aujourd'hui, il répond à toutes les attentes. Il arrive à déstabiliser plus ou moins toutes les défenses. Tous les plans de jeu qui lui sont mis contre lui, il arrive à toujours s'en sortir. Il a aussi une grave blessure, le pauvre, il s'est pété les croisés. D'ailleurs, on était ensemble, c'est sur le tournoi 2018, je crois, si je ne m'abuse, ou 2016. 2018 contre l'Irlande, il se pète les croisés, le pauvre. Il en est revenu à la perfection. Ça n'a jamais entaché ses performances. Il arrive toujours à faire évoluer son jeu. Est-ce que dire en fait? Aujourd'hui, tu vois, il joue à un poste qui a des spécificités, lesquelles il remplit à la perfection. Et en plus, il arrive à offrir d'autres possibilités en défense, en termes de jeu au pied, en termes de grattage. Il va à 7 en 10 mois. C'est terrible à dire, c'est horrible à dire. Mais des mecs se préparent pendant des années pour les Jeux Olympiques. Lui, il a fait 10 mois de rugby à 7. Et premier tournoi en 23 février, je l'ai noté, 23 février 2023. On était le 24 novembre 2024 là, en 10 mois. Il est rookie de l'année à 7, meilleur joueur du monde à 7, champion olympique, champion du monde, et il gagne 2 tournois à 7. En fait, si tu veux, il y a un moment où il y a des joueurs comme ça, et pourvu que ça dure, parce que c'est une locomotive qui est exceptionnelle, et ce que faut que les autres gens comprennent, et surtout en particulier les aigris, c'est que plus il y aura de mecs comme ça qui feront avancer la machine, plus tout le monde croquera. Tu vois ? Lui croquera plus que les autres, c'est normal, c'est le meilleur. Mais ça va découler sur tout le monde, parce que plus de gens vont venir au rugby, plus de gens vont mettre de l'argent dans le rugby, plus de droits télé pour voir tout ça, tu vois. Donc c'est juste génial. Sachant que la chance du rugby, c'est que le gars joue en France, tu vois. Nous, nos meilleurs joueurs, ils vont aux États-Unis, meilleurs joueurs de foot, ils sont en Espagne, ils sont en première ligue. Oui, mais parce que, attends, non, mais bien sûr, c'est le meilleur championnat. Le top 14 aujourd'hui est le meilleur championnat du monde, le championnat le plus relevé, avec le plus de compétitivité, etc. D'avoir le meilleur joueur du monde, si on peut l'appeler le meilleur joueur du monde, il joue en France dans le championnat. Est-ce que le rugby est une culture extraordinaire, une histoire fantastique? Est-ce que d'après toi, c'est le meilleur joueur français de l'histoire? Est-ce qu'on peut s'autoriser à dire ça, malgré son âge? Le seul problème, c'est pas un problème, mais c'est qu'aucun des meilleurs joueurs français, aujourd'hui sur le classement IRB, on va dire, il y a 3 joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs du monde. T'as Fabien Galtier, Thierry Dussautoir et lui. Une fois chacun. On va voir s'il va réussir à décrocher un 2e titre, chose que je lui souhaite. Et
aucun Français n'a eu la Coupe du Monde encore. Alors, moi, c'était ma question d'après. C'est est-ce qu'on a fait 3 finales de Coupe du Monde? La France est un grand pays de rugby, mais la France n'a jamais été championne du monde. Il y avait la Coupe du Monde en France où on en rêvait. Patatrac, les pieds dans le tapis. Patatrac, les pieds dans le tapis, mais j'ai l'impression que, mine de rien, on continue à bosser et qu'on a l'un des meilleurs joueurs du monde. Est-ce que c'est lui le chaînon manquant pour que un jour, la France soit enfin championne du monde de rugby? Le chaînon manquant, c'est tellement compliqué parce que tu vois, la différence d'autres sports, t'es tellement tributaire de tes potes. En fait, Antoine Dupont, tu le mets avec la Tchécoslovaquie, je te rassure, il gagnera pas un match. Tout Antoine Dupont qu'il est. Non, mais tu vois ce que je veux dire. T'es tellement tributaire de trop de choses. C'est tellement serré quand tu vois ce qui s'est passé à la dernière Coupe du Monde. Ça se joue tellement à rien. Il y a tellement d'équipes aujourd'hui qui sont presque toutes, tu vois, mais c'est vrai que comme tu dis, ça tombe souvent pour les mêmes. C'est-à-dire que sur 10 Coupes du Monde, t'as qu'un pays de l'hémisphère nord qui l'a gagné, une fois l'Angleterre en 2003. Et qu'un joueur hors norme. Avec Johnny Wilkinson. Bah oui. Mais et qui butait. Clairement. Toto Dupont ne bute pas. Ce que fait Thomas Ramos. Thomas Ramos, parce qu'il était un grand buteur. Romain Ntamak, etc. Mais c'est pour ça que je te dis, t'as besoin de tout le monde. Oui, d'accord. Tu vois et donc, du coup, alors, je vais étendre ma question. Est-ce que, autour d'Antoine Dupont, la génération qu'il y a autour, là, je pense que. À mon avis, cette génération-là doit nous ramener le premier titre de champion du monde de rugby. Moi, alors. C'est dans 3 ans après. Hein, les anciens vont te dire que nous, à l'époque, c'était mieux. Et puis, tu sais, t'as toujours un problème de génération. Il y a ça aussi en rugby. Oui, non, mais t'as toujours un problème comme ça. Moi, je trouve qu'en termes de vivier, c'est monstrueux ce qu'on a aujourd'hui, tu vois. Moi, je me souviens, quand j'ai démarré, c'est vrai que tu mettais le 15 mondial, je m'amuse à le dire, mais tu mettais une vingtaine de Néo-Zélandais, en fait. C'est-à-dire que tu mettais les 15, puis tu mettais les remplaçants, parce que, tu vois, aujourd'hui, dans cette équipe des meilleurs joueurs du monde, tu mets plusieurs Français. Tu vois, la doublette de talonneur, Movaka, Marchand, en doublette, talonneur, j'ai pas l'impression qu'il y ait une doublette dans le monde qui soit meilleure que celle-ci. La charnière Dupont-Ntamak, j'ai pas l'impression que dans le monde, t'aies une meilleure charnière que celle-ci lorsqu'elle tourne à plein régime. Un buteur de la trempe de Thomas Ramos aujourd'hui, un ailier comme Damien Penaud. Alors, des ailiers, il y en a à l'appel, malheureusement. Tu vois, tu peux en trouver plein, mais je trouve que c'est vrai qu'on a une émulation au sein de cette équipe de France. On a une densité d'effectifs, à part peut-être sur 1 ou 2 postes où c'est un peu light, tu vois, où il faut pas qu'on ait blessé. Mais c'est vrai que je me dis, waouh, quoi, on a vraiment une génération en or. Et puis finalement, peut-être que je te dis, avant, je regardais moins ou je regardais pas et les mecs te disaient la même chose, tu vois, et ils ont trébuché aussi. Je pense qu'il y a plein de trucs qui rentrent en compte, tu vois. Peut-être que notre niveau de championnat est finalement trop élevé par rapport au niveau des autres nations qui ont un niveau de championnat tellement faible qu'en fait, elles jouent que les matchs internationaux. Donc elles sont jamais fatiguées. Tu vois, que tu le veuilles ou non, quand toi tu fais 30 matchs et que l'autre en face il en fait 18, ça compte à championnat, la fin. Coupe d'Europe. Moi je trouve que ça compte. Bien sûr. Je trouve que ça compte. Bien sûr. Quand les mecs te disent là, je sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, ou avant le tournoi Destination, Greg Aldrit n'a fait que 3 matchs de plus que Van der Merwe, le 3e ligne irlandais. Que 3 matchs de plus. Que 3 fois 80 minutes à traverser des portes cochères. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est pas 3 fois un semi-marathon comme ça en rigolant avec la gourde. Tu vois, on embrasse les marathoniens. Ah ouais, semi-marathon. Non, mais ce que je veux dire, oui, c'est que t'as compris. Il y a le côté, impact physique. Le rugby aujourd'hui, c'est le seul sport au monde de contact où tu joues autant. C'est vrai. Est-ce qu'un boxeur, il fait 15 2, 3, bagarres 4, par an si vraiment... Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que les joueurs de foot US, ils font 15 matchs par an ? S'ils vont au bout, quoi, pas plus. S'ils vont au bout, pas et plus. derrière, ils ont 6 mois de off. Ouais. C'est 15 matchs en 16 semaines, 18 semaines, et derrière, ils ont... Au rugby, tu démarres le 1er septembre, tu finis le 30 juin. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça joue pour les corps. Pardon, encore une fois. C'est pas grave. Ils ont réussi à le protéger. Ils commencent. Greg Aldrit a été protégé aussi un petit peu. Ils se rendent compte finalement que tu es obligé, si tu veux rivaliser avec des nations du Sud qui font 18 matchs par an, dont 11 de matchs internationaux. Donc c'est toujours les mêmes mecs, toujours ensemble pour la cohésion, etc. Tu es obligé d'essayer de changer quelque chose. Mais après, notre top 14 est tellement fantastique, tellement beau, et c'est celui qui paie. Tu peux se dire, ton employeur, c'est pas l'équipe de France, c'est le club. Donc c'est le mec qui paie tous les... T'as dit qu'on avait un super vivier en équipe de France, et que la génération, dans 3 ans, pourrait peut-être nous amener j'espère. Vraiment, c'est tout ce que je leur à gagner souhaite. une Coupe du Monde. On sort de 3 matchs là, de tests, avec une grande victoire encore une fois contre la Nouvelle-Zélande, tout le monde l'a vu. Il y a le tournoi Destination 2025, c'est encore un super objectif. On espère faire un grand chelem, mais pourquoi pas. Ma question, c'est, est-ce que tu crois que Fabien Galtier,
que tu as connu en jeune, il était entraîneur au Stade Français à l'époque, c'est le bon capitaine pour nous amener un jour à aller chercher cette Coupe du Monde, le bon entraîneur. Bon capitaine du bateau, quoi, si tu veux. Est-ce que c'est le bon mec? C'est toujours, enfin, j'en sais rien. Je demande ton avis, parce que moi, j'ai pas d'avis, non plus. Mais toi, je suis curieux d'avoir le tien. Moi, j'ai un avis sur Fabien Galtier, mais ça va pas beaucoup. Non, sur. J'ai raté ma blague. Sur Christophe Galtier. Oh, la blague ratée! Oh là là, ballon en retrait, il a mis à côté, quoi. Plat du pied sécurité. Ah ouais, là, pas vraiment. J'en sais rien. D'accord. J'en sais rien. J'ai pas assez d'infos inside et tu vois, est-ce que c'est un grand technicien? Tout le monde le dit. C'est unanime de ce point de vue-là, que c'est probablement un des plus grands techniciens français. Après, comme je te dis, tu as une part de chance, tu as une part de les planètes sont alignées ou pas, un blessé, parce que le rugby aussi te fait que c'est un sport où malheureusement, ça s'est passé à la dernière Coupe du Monde, Antoine Dupont sur un match anodin se fait péter le plancher orbital ou la mâchoire et tu le perds pendant 3 semaines et tu vois, ça fait trembler un peu, tout le monde, ça fait trembler le château de cartes, quoi. Donc, force est de constater qu'il aura 8 ans pour petit à petit créer ce qu'il veut créer, avancer ses pions. On lui aura laissé du temps. Certains diront trop, au vu de la défaite en quart de finale. D'autres diront que c'est jamais assez. Tu vois, une chose qui est sûre, c'est qu'il a réussi en développant cet entraînement à 42 joueurs, chose que nous, on n'avait pas. Je veux dire, moi, quand j'ai démarré en équipe de France, tu jouais en équipe de France, tu repartais le week-end d'après en club, tu revenais 2 semaines après en équipe de France. Aujourd'hui, les mecs sont protégés. Une fois qu'ils sont à Marcoussis en équipe de France, ils ne peuvent plus retourner jouer en club lors, tu sais, des matchs entre eux, etc. Ils ont réussi vraiment à focaliser et à mettre l'équipe de France au sommet de la pyramide. Et c'est génial. Moi, je pense qu'il y a des joueurs exceptionnels qui peuvent nous ramener ce fameux trophée Webb Ellis. Après, te dire que je mets ma maison en jeu, c'est faux, parce que tu sais, j'étais jamais à l'abri d'un carton rouge sur un plaquage haut, tu vois, d'une blessure dans un match important. Et il y a trop de choses aléatoires. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je pense qu'on lui a donné toutes les cartes à Fabien Galtier et à son staff Pour réussir. Voilà. C'est déjà bien. Hugo, j'aimerais qu'on finisse sur la partie rugby, parce qu'on a une petite partie après à ouvrir. Pour toi, pour ta fin, tu vas à Pau, il n'y a pas grand-chose à dire sur ton passage à Pau, hormis que ton genou et que ton physique ne suit pas. T'arrêtes à 31 ans. Ouais. T'arrêtes à 31 ans, c'est jeune. Ouais, c'est jeune. C'est jeune. Comment tu le vis? T'as tout essayé, t'as fait le tour, ou tu te dis, taf, ça, quand même, là, je me serais bien envoyé encore 2-3 ans. Non, en fait, donc après cette rupture de l'ischio, donc je fais ma rééducation, etc. Et c'est vrai que je signe à Pau 1 an en me disant, on tente, parce que voir ce que ça donne. Et j'arrive pas, tout simplement. Tu vois, j'avance plus. En fait, j'ai retrouvé de la force dans mes jambes, j'ai retrouvé de la densité musculaire, etc. J'ai jamais retrouvé la vitesse. Jamais. En fait, j'ai jamais retrouvé la tonicité compliqué musculaire. Dans ton jeu à toi. Oui, c'est ton... bien sûr. Vu que clairement, je passe pas à travers les portes. Vu que clairement, je suis pas là pour enfoncer les portes. Il faut passer à côté. J'arrivais plus. Et ça revient à ce que je te disais au début de l'émission là, c'est que ça a toujours été un jeu, le rugby. Même si ça a été dur, même si t'as mal, même si j'ai toujours pris du plaisir sur le terrain. Et en fait, à partir du moment où je n'ai plus pris de plaisir, ça a été très simple et très rapide finalement, mentalement, pour faire la bascule. Vraiment très simple. Tu vois, je me souviens d'un jour où je suis dans le vestiaire avant un match et genre je lasse les crampons et je me dis mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas envie de sortir. Et ça a été très simple, tu vois. On plie les gaules, merci, au revoir, on serre la main et ciao. Ça a été aussi simple que ça. Tu l'as joué ce match quand même? Ouais, bien sûr. Ouais. Une fois que j'avais laissé les crampons, j'allais pas simuler un claquage dans le couloir, si tu vois. Tu vois, j'avais pas. Non, mais ce que je dis, c'est pas drôle. Mais si tu veux, mentalement, si tu veux, la bascule a été très simple et très rapide parce que je prenais plus de plaisir. Je prenais plus de plaisir aux entraînements. J'avais tellement mal qu'à la fin, je voulais même plus sortir. C'est-à-dire que je préférais faire le physique en salle, sur watt bike ou en cardio, tu vois, en cardio training, ça, que d'aller faire le physique dehors avec les potes. Et pour moi, ça, c'était impensable. Tu vois, c'est-à-dire, c'était même irrecevable, en fait, de basculer dans ce côté à part, d'être à part. À part, et que tout est un problème. C'est-à-dire que tout devient un problème. T'as mal tout le temps, donc il faut faire attention. Il faut pas trop aller sur le terrain. Il faut prendre les anti-inflammatoires. Tout était un problème, tu vois. Et là, vu que je jouais pas pour l'oseille spécialement en me disant serre les dents et force une année de plus pour reprendre un petit contrat ou un truc, tu vois,
je prenais plus de plaisir en fait, j'aimais plus ça, tu vois. Franchement, faire quelque chose que t'aimes pas. Une fois en fait, quand t'as eu la chance de faire quelque chose que t'aimes toute ta vie, faire la même chose mais sans l'aimer, tu vois, pour moi c'était inconcevable. C'est comme une relation amoureuse, comme le couple. Bah oui, quand tu l'as dit, c'est un enfer, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu vas à contre-cœur, et puis c'est un sport en plus où si tu vas à contre-cœur, vu que t'as mal à peu près toutes les semaines, la douleur, elle te donne plus aucun plaisir, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, la douleur, t'es quasiment sadomaso en te disant putain, en fait, j'ai besoin d'avoir cette douleur, tu vois, pour avancer. Enfin là, la douleur te dit j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, tu vois. Tu rentres chez toi, t'as mal tout le temps. Je passais mes journées dans les poubelles de glace, tu vois. Je passais mes journées dans une poubelle de glace pour essayer d'anesthésier les douleurs en permanence, etc. Et voilà. Et la bascule, pour finir, elle se fait très facilement. Et j'ai pas de regret, aucun, parce que je sais que j'ai tout tenté. Je sais que j'ai poussé mon corps à son maximum, je sais que j'ai essayé de tout donner. En fait, je peux pas me dire... je pense que j'aurais énormément plus de mal si un mec de l'extérieur me dit écoute, t'es sympa, mais tu plies les gaules, on veut plus de toi, t'es nul. T'as choisi un peu ton départ quelque part. Bah, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi, mon corps a choisi. Voilà. Mais je l'ai accepté d'une manière très simple parce que mon corps me l'a obligé. Tu vois, j'ai pas eu de... Oui, c'est pas genre t'as envie de jouer, mais personne te fait jouer. Voilà. Écoute, là, factuellement sur le terrain, tu ressembles plus à rien. Et t'as 31 ans, quoi. J'ai 31 ans, ouais, mais c'est comme ça. Tu vois, c'est aussi ce sport qui veut ça. J'ai démarré à 18 ans, j'ai fini à 31. Certains te diront c'est beaucoup, d'autres c'est pas assez. D'autres joueurs, on parlait de Sergio Parisse, a joué jusqu'à 37, 38 ans. Après, tu sais, les corps, les physiques de chacun, il y a des mecs plus robustes qui tiennent mieux. Je rappelle que t'étais un maigrichon un peu au début. Quand j'ai démarré, ouais, voilà. Donc, un courant d'air. Des courants d'air. Aujourd'hui, tu vis à Miami. Donc, t'es ouvert évidemment sur les sports US. Et quand on s'est rencontrés, le premier débat qu'on a eu, c'était pas sur les systèmes de touche de Fabien Galtier, mais sur les écrans. Voilà, mais c'est pas comme ça qu'on les pose. Hein, on te montre. C'est dans un mur de foot, ça peut-être. On va parler de NBA parce qu'on est sur First Team quand même et que la NBA ça te régale et que tu suis beaucoup la NBA et que toi t'as un GOAT à toi qui s'appelle LeBron James et que c'est des débats. Vous voulez qu'on fasse la bagarre? Non, pas du tout. Avant ça, j'ai déjà envie qu'ils me disent quel est son rapport au basket. À mon avis.